Au-delà des échanges commerciaux, la France reste un investisseur de premier rang en Afrique subsaharienne. Elle était en effet le second investisseur étranger sur le continent en termes de stock d'idées en 2021 avec 60 milliards de dollars américains derrière les Royaumes-Unis, 65 milliards de dollars américains. On note que le pays de feu Mitterrand est le premier exportateur européen de lait en poudre écrémé. Le pays excelle également en matière d'exportation dans l'aéronautique, les parfums et cosmétiques, la pharmacie, les produits agricoles et bien sûr les industries agroalimentaires. Ainsi, avec un PIB nominal de 3052 milliards de dollars, la France se place derrière les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, le Japon, l'Inde et le Royaume-Uni. En 2020 d'ailleurs, elle se classe au 23e rang pour le PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat, légèrement au-dessus de la moyenne de l'Union européenne. Voilà quelques atouts du partenaire devenu très contesté par une bonne partie de l'Afrique noire. La France est toujours précipitée à apporter son soutien aux pays africains en difficulté, mais un soutien laconique révélant les agendas plutôt cachés. Son attitude vis-à-vis de certains pays de l'Afrique subsaharienne a mis en exergue ses véritables intentions vis-à-vis de ces pays. Le Centrafrique, le Mali, le Burkina Faso et dans une moindre mesure le Niger en sont une parfaite illustration d'un plan machiavélique savamment orchestré et pensé par l'ancienne puissance coloniale. Cette dernière alors s'est servie de ses outils pour rester au pouvoir après la colonisation. On peut en citer le contrôle monétaire par le biais du franc CFA, une monnaie partagée par ses 14 anciennes colonies. La présence militaire à des endroits stratégiques. À ces outils s'ajoutent les relations politiques entre les anciennes élites françaises et africaines et bien sûr la francophonie pour promouvoir la langue et la culture française. Tout ceci matérialisé par les politiques africaines des différents présidents à la tête de la France. Cependant, les derniers développements des relations diplomatiques entre la France et ses partenaires africains mettent en lumière un climat de vive tension, allant pour certains jusqu'à la rupture des accords multiformes. Le pays du président Emmanuel Macron est boudé, chassé et même accusé d'entretenir des terroristes sur le sol africain. Les efforts coordonnés par la société civile africaine concourent à coup sûr à réduire, voire même à anéantir définitivement l'influence française en Afrique. Comment sommes-nous donc arrivés là? Que reproche-t-on à la France? Pourquoi l'impression du sentiment anti-français se dégage-t-il de plus en plus? Peut-on rêver un redressement d'une relation déchiquetée pour en faire du bon? En d'autres termes, la France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne? Nous menons donc la réflexion ce matin. On va dire bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la palabre intellectuelle, bienvenue au débat. C'est donc désormais avec ce générique que vous allez nous suivre les vendredis matin, espace 9h30, 11h30, dans le cadre de votre tabloïd de débat. Vous savez, nouvelle année, nouvelle méthode. Nous aussi, nous animons à la nouvelle donne. Et bien sûr, ça sera par le biais de ce générique tout new look, je voudrais le dire ainsi, par le soin de notre ami Baudouin, l'infographe attitré d'ailleurs de cette maison, pour mettre d'ailleurs en lumière avec cette belle, on va dire, photographie qui fait désormais l'honneur du tabloïd dans sa version débat. Merci de nous rejoindre dans ce matin. Bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes et surtout à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent généralement en direct sur ces antennes, je voudrais dire, de Dash News. Nous émettons depuis Douala au Cameroun. Nous sommes donc une chaîne de télévision panafricaine. Si vous êtes scotché, c'est au bouquet 325 pour ceux qui sont sur Canal+.
792 si vous êtes sur StarTime et bien sûr d'autres satellites, vous nous aurez bien sûr par Amos, Eutelsat et tout le reste. En tout cas, nous sommes vus à travers le monde entier. C'est avec un réel plaisir d'ailleurs que je vais accueillir les invités de ce matin. Mais avant, permettez-moi de rappeler la thématique de ce matin. La France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne? Nous allons donc mener la réflexion. Ça sera bien sûr avec vous. Pierre-Paul Mobitan, paysan, fondateur de l'association Civ Africa et fondateur d'un parti politique en gestation, l'Union pour le réveil de l'Afrique. Vous venez tout droit de Ngoro et vous nous retrouvez à Douala pour cette émission. Bonjour, Monsieur Mobitan. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Dash Media. Je suis heureux d'être là pour la première fois d'ailleurs dans ce studio aussi somptueux. C'est un plaisir de parler aussi des questions qui taraudent les esprits des Africains actuellement, et en particulier ce problème de notre relation avec la France. La France qui aujourd'hui, on se demande bien si est-ce que c'est encore la France ou alors est-ce que il y a quelque chose... N'entrez pas d'accord d'ailleurs. Voilà. On en dira ça tout à l'heure. Je tiens à rappeler que vous êtes également panafricaniste. C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur ce plateau. Oui, bon, panafricaniste, c'est clair. De toutes les façons, je ne sais pas si un Africain normal ne sera pas peut encore ne pas être panafricaniste. Merci à vous pour cette présence active sur ce plateau 101 de la maison d'Achnios. Nous émettons depuis Douala au Cameroun. Merci. Le deuxième invité sur ce plateau, et pas des moindres d'ailleurs, notre ami l'apôtre André Christel Fanga, journaliste, homme de Dieu, panafricaniste dans l'âme. Apôtre, bonjour. Bonjour, monsieur Raoul Pepin Bena. Merci pour l'invitation. En tout cas, c'est toujours avec un réel plaisir que nous vous convions sur ce plateau, apôtre André Christel Fanga, pour les mesures de la cause. Vous y êtes. Peut-être qu'on peut ouvrir peut-être avec vous. Vous avez suivi le discours du président de la République, ce discours de fin de l'année, qui a été qui a été dit le 31 décembre dernier. Alors, un discours de 26 minutes qui a quand même présenté de façon somptueuse la politique de 2023 et fait quelques projections. Et parmi ces projections, cette fameuse augmentation du prix du carburant qui semble déjà être même en gestation dans les réseaux sociaux. On nous apprend que le prix du carburant partira peut-être de 730 à 860 francs CFA. En tout cas, c'est encore dans les coulisses. Je ne voudrais pas m'en tenir. Mais alors, est-ce que cela peut créer un effet boomerang? Alors, merci pour l'invitation, monsieur Pepin Bena. Et justement, la question posée, je voudrais saluer mon copanéliste, que je suis ravi de partager le plateau pour une fois avec lui, parce que je l'ai souvent vu dans d'autres plateaux de télévision et j'ai suivi ses interventions. Donc, je suis ravi d'être face à lui aujourd'hui pour justement croiser le verbe, pour aider les Africains à comprendre un certain nombre de choses. Donc, permettez-moi de saluer aussi les techniciens et tous ceux qui travaillent à Dash Média Group. C'est un groupe assez costaud. Dachako Holding, qui est un groupe qui, non seulement la presse, a d'autres activités. D'autres activités, donc permettez-moi de les saluer, de les souhaiter. D'ailleurs, pour dire bonne année au président directeur général. Oui, bien sûr, monsieur Boni Dachako, dont santé vous salue, meilleurs vœux, et que le Seigneur vous accorde grâce et force pour continuer à investir. Parce que le style de jeunes africains. Pour nous garantir un salaire meilleur. Bon, ça c'est normal, vous êtes employé de la maison. Bon, nous souhaitons qu'on ait de jeunes Africains comme ça qui continuent à investir pour le bien-être de notre Afrique et de notre continent et surtout du Cameroun. Donc beaucoup de courage à lui et que 2024 l'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de bon. Que les enfants apportent de bonheur dans une famille. Voilà, donc Monsieur le président directeur général vous souhaite beaucoup d'enfants. Voilà, donc s'il peut en avoir davantage qu'il ait davantage, vous savez que c'est l'une des richesses de l'Afrique, les enfants. Donc vous m'avez posé la question de savoir s'il peut avoir un effet boomerang sur l'augmentation des prix du carburant. Ben oui, bien sûr. Sachez que le Cameroun dans ses profondeurs en train de bouillonner. Il reste juste le déclic.
Ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Le Cameroun bouillonne depuis un certain nombre de temps et il manque juste le déclic. Et 2024 peut être avec l'augmentation des prix du carburant, parce que vous savez que l'augmentation du prix du carburant a incidence directement sur les autres activités, que ce soit transport, que ce soit commerce, que ce soit tout. Donc, le carburant est d'une importance capitale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a tous les ingrédients réunis pour que l'étincelle prenne. Parce que quand vous n'avez pas assez de carburant, parce que vous savez qu'il y a des pénuries de gauche à droite et tout le reste, et que maintenant, en dehors des pénuries, il y aura augmentation. Vous voyez que les Camerounais sont en train d'être poussés à leur dernier retranchement. Bon, on nous avait dit à une certaine époque de serrer les ceintures. Je crois que les ceintures sont coupées maintenant. On arrête maintenant nos pantalons qu'avec avec les mains. Ou bien avec les aiguilles. Ou bien avec les aiguilles, ou bien quelque chose. Bon, il faut même avoir les moyens pour acheter une aiguille. Donc, vous voyez un peu, mais je pense que les ceintures sont coupées complètement. Maintenant, on essaie d'arrêter le pantalon avec une main et essayer de travailler avec une autre main. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout facile. Maintenant, cette main même qui est encore un peu active, on ne sait pas si elle aura la capacité de produire assez, n'est-ce pas, pour nourrir la maison. Et vous savez que dès que la pression du lit se met en place, alors c'est le déclenchement de beaucoup de choses. Pour ceux qui comprennent ce que veut dire la pression du lit. Donc, vous savez que si la mamie ne bouillonne plus bien à la maison, c'est tant pis pour vous, messieurs. Donc, vous aurez tous les problèmes du monde, vous serez poussés à vos derniers retranchements. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec ce discours, et je me suis posé la question depuis que le président a prononcé ce discours et qu'on a annoncé les vœux aujourd'hui, la présentation des vœux aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce qu'il va saluer M. Gaston Elundou Essomba? Il va certainement le faire, il va même très bien. Est-ce qu'il va saluer Ngannou Messi? Est-ce qu'il va saluer Mme Célestine Ketia-Cortez? Est-ce qu'il va saluer ces ministres-là? Parce que s'il salue ces ministres-là, ça veut dire qu'il a pris fait et cause pour ce qui se passe au Cameroun. Je vous le dis clairement, si monsieur le président de la République à la présentation des vœux salue monsieur Ngannou Messi, salue Mme Célestine Ketia-Cortez, qui a fait de nos villes des villes poubelles, qui a fait de des grandes agglomérations aujourd'hui de quelque chose qu'on ne s'imaginait pas. Comment le Cameroun peut rentrer dans les années 90, 91, parce que ça c'est la période des villes mortes, pour ceux qui ont connu les grandes métropoles dans la période des villes mortes, où tout était cassé, où il y avait la poubelle un peu partout. Comment on peut être en 2023, 2024, et on vit avec la poubelle au quotidien, dans des villes soi-disant modernes, alors que nous sommes en train d'avancer, où on a des sociétés incapables de nettoyer les villes, incapables de nous faire sortir les poubelles de nos quartiers en 2024. Ça, on se pose la question si c'est normal, si on est encore, ou bien on a avancé, ou bien on a régressé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, bon, le bilan, vous connaissez le bilan des routes. Malgré qu'on nous a dit dans le beau discours qu'on a fait 700 km de route, 700 km bitumée ou réhabilitée, selon le discours du président. Oui, bitumée. Écoutez, vous-même, vous voyez l'état des routes. Vous prenez seulement, prenons Douala, Konsamba. C'est la catastrophe. Vous continuez jusqu'à l'ouest, c'est la catastrophe. Vous reprenez encore Bafoussam, Yaoundé, c'est la catastrophe. Vous prenez un peu de partout, vous allez chez moi à l'est, c'est la catastrophe. Donc, en fait, si on veut parler des routes, vraiment, c'est la catastrophe. Le projet ACOM2, Kribi, ACOM2 et Bolova. Jusqu'à présent, rien n'est fait. C'est maintenant qu'on dit que les études sont bouclées. Les études sont bouclées. On se pose la question que, mais, quelles sont ces études qui prennent autant d'années pour étudier une route de moins de 100 km? Alors qu'il y a des routes de plus de 100 km qui sont bitumées, qui sont travaillées sans besoin d'études depuis des années. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que le président de la République, aujourd'hui, qui va recevoir les vœux, essaie de nous présenter un nouveau visage. Et je pense que, normalement, le gouvernement John Gauthier, qui fait ses 5 ans, c'est 5 ans aujourd'hui. Ces 5 ans devait normalement poser sa démission
avant d'envisager aller présenter les vœux au président de la République. Parce qu'on ne peut pas avoir un bilan aussi négatif. On ne peut pas avoir un bilan aussi catastrophique dans tous les domaines et dans tous les secteurs. L'éducation, vous savez que c'est la catastrophe. D'ailleurs, Nalova Nyonga a nommé les morts. Donc on en passe. Il y a des morts qui sont nommés proviseurs. Donc on en passe. Il y a des gens qui sont nommés surveillants général, des morts qui sont nommés surveillants général, on en passe. Donc vous comprenez que rien. D'ailleurs même vous savez que pour retirer un diplôme, il faut que vous payez 15 000 francs, 25 000 francs. 25 000 francs CFA. Pour retirer votre diplôme, vous payez. Vous, pour composer, vous payez. Pour retirer, vous payez. Vous comprenez que, sans compter la pression fiscale qui va arriver. Donc, vous comprenez qu'en réalité... On parlait désormais de la taxe sur les influenceurs. Là, mais bien sûr, vous comprenez qu'il y a une pression énorme qui est en train de s'abattre sur les Camerounais et qui risque, parce que nous sommes quand même... D'ailleurs, le président a toujours dit, nous sommes un peuple résilient. Nous avons été résilients à un certain niveau. Nous étions en train de sortir du bout du tunnel. On a serré les ceintures. Maintenant, on a dit, bon, nous sommes un peuple résilient. Maintenant, cette résilience-là est arrivée à un certain niveau où, véritablement, il faut que des décisions soient prises. Et nous sommes à une année presque électorale. 2024 est une année électorale parce que 2025, les élections seront en octobre. Donc, ce qui est sur le corps électoral serait, ou bien les mécanismes, n'est-ce pas, de pré-campagne vont se mettre en place en 2024. Mais sachez que vraiment, c'est très difficile et c'est très dur d'avoir un bilan aussi négatif avec des hommes et des femmes qui ne veulent pas mettre en application la politique du chef de l'État. En tout cas, le chef d'État ne pense pas que son bilan est négatif. Il dit d'ailleurs que beaucoup a été fait dans son discours. Est-ce un discours rédigé par lui-même ou un discours on rédige et on lui demande de lire? Autant de questions on peut se poser. Alors, M. Bobita, on vous pose également la même question. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention le discours du président de la République du Cameroun. En tant que paysan, dites-nous un peu. Bien, merci. Je pense que lorsqu'on écoute ce discours, que j'ai pris la peine de suivre, il y a peut-être une ou deux choses qui ont attiré mon attention, parce que le reste, ça ne m'intéresse plus. C'est-à-dire que passer le temps à dire que tout est bien et tout, ça ne m'intéresse pas. Parce que, et je pense que je ne suis pas le seul Camerounais ou Africain à être dégoûté d'attendre les bilans élogieux. Je crois que ça crève l'œil. Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est quel est l'impact des choix politiques qu'opèrent les dirigeants actuels, du Cameroun en particulier, des pays africains en général. Quel est l'impact sur l'épanouissement, sur l'amélioration des conditions de vie des peuples? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, sur cette base-là, j'ai quand même vu quelque chose, même si c'est rébarbatif, même si on le dit depuis de très longues années, j'ai encore entendu le mot corruption. Et on va lutter, on va combattre, continuer à combattre la corruption. Mais ça, nous l'avons entendu quand même depuis au moins 1982. Bien, mais je ne comprends pas quelle est cette corruption qu'on combat et qui ne finit jamais. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit c'est des slogans et en réalité on ne combat pas, soit alors on mène un mauvais combat, soit alors les corrupteurs et les corrompus ne sont pas bien ciblés, peut-être qu'on ne sait pas qui vraiment est corrupteur, parce qu'on peut mener un combat comme ça, et puis si tu ne connais pas le corrupteur et le corrompu, tu tournes en rond. Ben, tu vas tourner en rond. Alors du coup, moi je pense que c'est un peu ça qui a attiré mon attention. Alors comment donc vous allez parler de combattre la corruption alors que pratiquement tout votre entourage est corrompu? Comment ça? Comment vous allez faire? Vous allez opérer quoi? C'est la magie? C'est un problème. Comment vous voyez tous les jours des gens qui ont été désignés pour gérer les affaires de la cité, vivre de manière ostentatoire, montrer des richesses inouïes, partir de rien pour devenir très riche? Vous le savez, même la justice est capable de regarder quelqu'un qui est parti de rien pour devenir très riche. Même la justice, la loi pénale du Cameroun en permanent, en particulier, on prévoit que le procureur de la République peut très bien
interroger un citoyen. Mes chers amis, vous n'étiez pas riche. Il y a quelques années. Mais tout d'un coup, on vous voit rouler carrosse et puis vous êtes machin. Est-ce votre salaire? Mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez fait pour en arriver là? Alors, personne ne pose cette question. Alors que les lois que les Camerounais ont votées prévoient que c'est faisable. Alors, cela veut dire qu'il y a probablement une complicité à tous les niveaux. Donc, au niveau de la justice, au niveau de ceux qui gèrent, au niveau de ceux qui sont chargés d'implémenter la politique économique et sociale, s'il y en a encore une, bien, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, donc, vous allez donc lutter contre la corruption. Moi, je suis un agriculteur. Je me souviens, il y a des années, la raison qui avait poussé le chef de l'État actuel à instituer une journée non ouverte, si vous voulez, le samedi. Ouais. À l'époque, on travaillait jusqu'à samedi au Cameroun. Et à un moment donné, il avait estimé que le samedi devrait être désormais un jour où tout le monde peut se consacrer à des activités agricoles et tout ça. Là, ça c'était, il l'avait dit. Mais je ne sais pas si je sais pas si en le disant c'était sérieux, est-ce qu'il était vraiment, ou bien c'était juste une façon de parler, je ne comprends pas. Et tout se passe le samedi, sauf l'agriculture. Ça, vous le savez très très bien. Et encore que l'agriculture aujourd'hui est reléguée totalement au dernier plan. Moi je dis même au dernier plan. Parce qu'en tant qu'agriculteur, je ne vois pas comment est-ce que lorsque j'ai cultivé, lorsque j'ai élevé mes animaux, comment est-ce que tout cela va circuler sur des routes qui n'existent pas, des pistes qui ne sont pas entretenues. Néanmoins, il y a des projections, il y a de l'espoir. Oui. Les gens ont fait des annonces, des grandes annonces. Oui, c'est vrai. Vous savez, le problème c'est que nous sommes lassés. Nous sommes un peu lassés. C'est-à-dire que les annonces, on les a entendues depuis des années. Je ne vois pas, je ne peins pas tout en noir. Hein. Je ne peins pas tout en noir. Je veux seulement dire que ce qui a déjà été fait, c'est très bien. Mais tout le monde est d'accord que c'est très insuffisant. Alors, il faut donc passer à autre chose. Soit les gens qui sont là ne sont plus capables de le faire, il faut une nouvelle équipe, il faut une nouvelle dynamique qui prend la place et qui commence à mettre en œuvre au moins ce que même ceux qui sont en place actuellement ont pensé. Parce qu'ils ont pensé cela, d'accord. Tout le monde d'ailleurs peut le penser, qui ne se soucie pas du bien-être des uns et des autres. Mais le problème c'est que tu peux y penser, mais tu n'as pas les ressorts, tu n'as pas la force, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas la volonté de pouvoir le faire. Et du coup on se retrouve dans la situation actuelle. Donc moi je me dis, ce qui m'a vraiment frappé encore, c'est le retour de la bataille contre la corruption. Et ce que je vais voir dans les jours qui viennent, c'est bien encore une fois, on a arrêté tel ministre. D'ailleurs, j'ai écouté dans les réseaux sociaux, on commence même à donner le nombre de personnes qui seront arrêtées, ainsi de suite. J'en ai entendu même parler de 68. Je ne sais pas là où ils vont les chercher, où est-ce qu'ils vont les caser, surtout que quand il faut arrêter les richards, il faut fabriquer des chambres particulières et tout cela. Il va falloir que nos prisons qui ne sont pas élastiques commencent peut-être à se bâtir en étage pour pouvoir loger tous ces gens-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment être sérieux pour un peuple qui a toute la potentialité, tout le potentiel pour pouvoir être épanoui, riche, autonome, indépendant, qu'on se retrouve encore à être là en train de parler des mauvaises routes, des délestages, de l'eau qui manque. Non, il y a un problème. Il faut vraiment le résoudre. De toute façon, les espoirs, ils sont. Le président de la République a projeté une année 2024 qui va s'améliorer notamment dans l'offre d'électricité avec la mise en service du barrage de Nactigal qui pourra d'ailleurs servir 30% de l'offre énergétique au Cameroun. À côté de là, vous avez des barrages de Lompanga et même Veleux qui vont également apporter un appui considérable. Le Cameroun pourra donc devenir ce pays exportateur de l'énergie électrique. En tout cas, le chef d'État garde de l'espoir là-dessus, en évoquant aussi les domaines tels que ceux de route. Il vous a dit d'ailleurs que 700 km de route étaient
bitumés ou réhabilités, même si cela demeure encore un questionnement pour beaucoup, en se demandant où sont ces routes qui ont été réhabilitées. Permettez-moi de vous arracher la parole. Hein. Moi, je veux croire, à l'Est, on nous a installé le RIT, réseau interconnecté Sud, que ça devait régler le problème d'énergie. Jusqu'à présent, Bertoua, Yokadouma, Abomban, Gelmendouka est dans le noir depuis des décennies. Ça n'a pas résolu le problème. Et le projet Lompanga se trouve justement à l'Est. Jusqu'à présent, le projet a d'abord peut-être combien d'années déjà aujourd'hui que ça devait se terminer. En fait, c'est comme Natigal, même chose. Menvel, Mekin, bon, il a annoncé Béni Awarak, Grand Eweng et tout le reste qui seront mis en place. Mais qu'est-ce que ceux qui sont déjà implémentés ou bien qui sont en phase d'être terminés ont produit comme énergie ou bien ont apporté au Cameroun comme apport, n'est-ce pas, pour résoudre le problème d'énergie? Rien du tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis posé la question, est-ce qu'il va saluer M. Gaston Elundu Essomba? Parce que quelqu'un ne peut pas te faire mentir aux Camerounais à ce niveau-là. Ou, regardez, le ministère de l'eau et l'énergie, parce que quand je parle de Gaston Elundu Essomba, c'est le ministère de l'eau et l'énergie. Les plus grands problèmes actuellement du Cameroun se trouvent au ministère de l'eau et de l'énergie. C'est-à-dire les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas d'électricité. Les Camerounais n'ont pas de carburant. Les Camerounais n'ont pas de pétrole. Les Camerounais n'ont pas de gaz. Les Camerounais n'ont presque plus rien. Vous savez que le ministère de l'eau et de l'énergie a un impact direct dans la vie au quotidien. Ils sont combien qui vivent aujourd'hui avec des lampes tempêtes? Donc on est revenu au moment archaïque. Donc il faut, pour ceux qui ont un peu la moyenne, les Richards, j'ai compris mon aîné, mon papa dire les Richards. Les Richards, eux, ils ont les groupes. Donc dès que Eneo fait ses clignotants, parce que vous savez que l'énergie aujourd'hui, Eneo maintenant est devenu le clignotant, donc ça, par moment, il fait comme ça, tchac, vous voyez que le clignotant à gauche, vous après, dès qu'il prend le virage, il remet le clignotant où il fallait. Donc, vous comprenez qu'on a une énergie clignotante. Donc, si à ce instant, M. Raoul, M. Gaston Elundu Essomba est le problème, parce que quand même on a vu des ministres qui sont arrivés dans ce ministère, qui ont implémenté ces projets que nous avons, je pense au docteur Basile Atanganakuna, qui a implémenté ces projets et qui était presque, n'est-ce pas, vers la fin pour mettre, que ce soit tous ces barrages et tous ces éléments-là en marche. Mais on se rend compte qu'en réalité, on est retourné à zéro. On n'a pas fini les barrages. En fait, on se pose la question, est-ce que ces barrages même étaient pensés? Est-ce que c'était des projets bien ficelés? On se rend compte qu'en réalité, on a fait faire des éléphants blancs au président. Parce que jusqu'à plus de 10 ans aujourd'hui, on en est toujours en train de dire que... mais bon, je salue M. Taux d'avancement des travaux, spécialiste taux d'avancement des travaux, M. Nganonjo Messi. Pour lui, ce n'est jamais qu'on inaugure. Ce n'est que c'est toujours lui, c'est le taux d'avancement des travaux est à. Le taux d'avancement des travaux. Taux d'avancement des travaux. Donc on a finalement tous les spécialistes de Yaoundé savent de quoi je parle là. Ils ont défini une fois que son taux d'avancement, lui c'est monsieur taux d'avancement des travaux. On n'a jamais fini. Autoroute Douala Yaoundé, c'est première phase. Soit 11 km. Soit 11 km. On en est à quoi, soit 11 km? On est à 10 ans. Avec, ça a déjà bouffé près de 400 milliards. À son temps, le ministre Ambasala, qui a d'ailleurs travaillé sur ce projet, disait que tous les fonds étaient mobilisés pour que... Je vous dis que ça a déjà pris tout l'argent, même de tout le tronçon. Seulement la première phase, et qui n'est pas terminée. Parce que la première phase de 71 km n'est pas terminée jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui a été fait, les indemnisations sur ce tronçon ne sont pas terminées. Il y a tous les problèmes dans ce petit tronçon-là. Donc vous comprenez qu'en réalité, c'est comme si on a préparé quelque chose, on a préparé le président à le jeter dans un gouffre. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça que, est-ce qu'il écoute même les Camerounais? Est-ce que le président a encore l'oreille pour écouter les Camerounais? Est-ce que ses services de renseignement même lui disent encore la vérité? D'ailleurs, si on a tout un directeur général des renseignements généraux en prison,
C'est vrai qu'il a été remplacé récemment, mais il a mis beaucoup de temps en prison avant d'être remplacé. Mais donc, si on a tout un directeur général des renseignements généraux en prison, il n'est pas seul avec tout son équipage. Avec près de 15 membres de sa direction, de cette direction-là. Donc, vous comprenez que le mal est profond. Qui va encore dire au président que les Camerounais souffrent, les Camerounais en ont marre, les Camerounais, ils ne veulent plus voir les visages qui viennent se placer à la télé. Vraiment, j'ai instruit, j'ai dit, j'ai fait ceci. Nous avons demandé aux entreprises de faire. Un copain a pris 11 milliards sur la route de Douala Yabassi. Bonne Poupa Yabassi. 11 milliards, il est parti avec et la route n'est pas terminée. Tout à fait, la route n'est pas terminée. Et on l'a déjà remplacé. On peut vous parler comme ça des projets en menant point filer qui concernent certains ministères. Et nous posons la question que mais, finalement cet argent va où? Cet argent-là. Mais ces gens-là volent même. Quand le président vient nous dire qu'il va relancer la lutte contre la corruption, on va arrêter les gens. N'est-ce pas? Où sont les prisons? Il n'y a pas de prison. Condé-Guinée est débordé depuis longtemps. Nubel est débordé depuis longtemps. D'ailleurs, on a fait la nouvelle prison de PK17, je crois, c'est PK17 ici à Douala, n'est-ce pas? De PK17, où est la route pour aller à PK17? Vous savez que les étudiants meurent là-bas. Les enseignants meurent en cours de route sur la route de PK17 pour aller à l'université. Donc vous vous posez la question comme est-ce que les gens sont même encore soucieux du devenir des Camerounais? Et c'est pour ça que vous avez présenté mon papa tout à l'heure là comme leader d'un parti politique en gestation. Mais comment tout le monde ne va pas se retourner en politique pour essayer de trouver une solution? Vous venez courir pour aller en politique parce que chacun va vouloir créer le parti politique. Peut-être c'est là, à partir de là qu'on va et peut-être écouter les doléances des Camerounais. Mais nous, tout le monde n'est pas appelé à avoir un parti politique. Tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique politicienne comme on veut nous amener. Tout le monde a besoin juste du strict minimum pour que nous puissions vivre. Et le président de la République doit avoir des hommes capables d'écouter et lui rendre compte fidèlement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas le bon renseignement. Il n'a pas le bon renseignement. Il n'a pas la bonne information. Sinon, il ne donnerait pas l'invitation pour venir saluer Nganou Messi. Nganou Messi n'entrerait pas au palais. Gaston Elunde Somba n'entrerait pas au palais présidentiel. Célestine Ketcha-Koutès n'entrerait pas au palais. Ministre de la ville. Regardez nos villes, vraiment, ça fait pitié. Christelle, en 2024, regardez les villes de Douala. On est rentré en 90, 92, où il y avait les villes mortes, où il n'y avait plus rien, où tout était crevassé. Donc, en réalité, on est retourné en arrière avec certains ministres. Bon, peut-être on va dire, les ministres ne décident de rien. Peut-être c'est le président de la République qui a un programme politique et il suit son programme politique. C'est pour ça qu'il est nommé. D'ailleurs, un ministre faire 5 ans à une fonction et qui ne produit pas de résultats, et il est toujours là. D'ailleurs, on attend le gouvernement depuis, ça n'arrive pas. Bon, est-ce que c'est le changement du gouvernement qui va venir faire quelque chose, ou bien le verre est déjà dans le fruit, qu'il faut les stiper du fruit? Attendons voir. Autant de questions. De toute façon, on devrait encore avoir des invités, notamment depuis la Guadeloupe, notre ami le docteur René Gilles Niem. Est-ce qu'on a pu le repérer? Il faut rappeler que René Gilles Niem est universitaire, enseignant des universités aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en France et en Guadeloupe. On devrait aussi en principe avoir depuis Yaoundé le politologue Edjoa Tangana Bonaventure, diplômé en droit et des sciences politiques des universités. Et probablement dans la seconde heure de cette émission, nous aurons donc notre invité Kémy Seba, activiste panafricaniste, président des urgences panafricanistes, qui va certainement nous rejoindre à partir de la deuxième heure de cette émission, en tout cas, s'il se réveille de son sommeil. De toute façon. Alors, monsieur Pierre-Paul Mobitan, on va peut-être sortir avec vous sur cette question fondamentale. On a quand même un discours qui donne l'impression que le président de la République est au courant quand même des problèmes des Camerounais. Il a essayé de s'étendre sur des questions de l'eau, des questions d'énergie, des questions d'approvisionnement en matière, en produits pétroliers. Et c'est même d'ailleurs là, il a donné l'impression qu'on devrait avoir une hausse de ces produits pétroliers, et la rumeur tend véritablement en nous disant que d'ici le mois de février, on peut se retrouver en train de payer un litre de carburant à 860 francs CFA, soit une hausse de 130 francs CFA, ce qui est encore très très fort pour les Camerounais, sans toutefois des mesures palliatives. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si le salaire va bouger, et s'il bouge chez les fonctionnaires, qui va bouger sur le privé aussi. Autant de questions qu'on va se poser. Mais vous, les agriculteurs maintenant, la question d'inquiétude demain. Bon, alors, je pense que, au risque de me répéter, mais en disant quand même,
en évoluant dans le discours, il me semble que nous avons... Le problème est très profond. J'ai entendu le journaliste dire tout à l'heure, le mal est profond. Alors ce mal est profond, et il me semble qu'il est identifié. Et je reviens encore sur la corruption. Exactement. C'est identifié. Le problème, c'est que la difficulté, lorsqu'on doit soigner une maladie, c'est le diagnostic. Quand on a déjà diagnostiqué, le mal est guéri à 80% au moins. Mais qu'est-ce qui fait que on a diagnostiqué depuis 82 que le problème, c'est la corruption? Comment on n'arrive pas à régler le problème de la corruption? Comment? Alors, le problème de la corruption est à l'origine de tout ça? Oui, bien sûr. Mais bien sûr. Quand vous regardez les recettes fiscales, les recettes douanières, les recettes liées aux activités internes sur le plan économique au Cameroun et tout, c'est pas qu'il n'y a pas de l'argent. On n'est pas arrivé par un coup de baguette magique à un budget de plus de 6 000 milliards. Non, on n'y est pas arrivé. C'est des projections qui tiennent compte quand même de la réalité. Mais lorsque on se rend donc compte que on peut avoir mobilisé 6 000 milliards et qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes existentiels basiques, et en tant qu'agriculteur, je vais vous les donner. Un homme a besoin de se nourrir. Ça, c'est même le fondement de tout. Parce que quel que soit ce que vous allez faire dans la vie, si vous n'avez pas mangé, vous ne le ferez pas. Ce n'est pas possible. Pour que vous ayez de l'énergie, il faut vous substanter. Vous devez avoir à manger. Et ça, on n'arrive pas à résoudre ce problème de nourriture. Et après la nourriture, vous avez le vestimentaire. Mais j'arrive. Nous continuons à importer même le maïs. Je ne parle pas du riz, parce que vraiment, en dehors des slogans ou alors en dehors de trouver dans quelques magasins, par exemple du Cameroun, quelques rares magasins où on trouve du riz du Cameroun, ben, dans les villages, vous trouverez... Depuis la sellerie. Oui, d'accord, il y a quelques magasins qui mettent quelques sacs de riz à disposition. Mais est-ce que le cultivateur, le paysan, achète le riz du Cameroun? Il n'existe pas dans les villages camerounais. Or, vous savez que 80% des Camerounais vivent quand même en zone rurale. Tout à fait. Alors, du coup, le riz qui arrive là-bas, il est importé. Alors que ces mêmes personnes qui sont dans les zones rurales peuvent cultiver et produire du riz. L'expérience a été prouvée. Dans une autre de mes vies, j'ai été secrétaire national, animateur du projet sur la production semencière de riz au Cameroun, dans le projet CFC, Common Fund for Commodities. Alors, nous avons fait des efforts pour que le riz soit vulgarisé et qu'il puisse désormais se manger au Cameroun. Mais combien de personnes mangent le riz produit au Cameroun actuellement? Alors donc, je me dis que rien que ce problème basique, la nourriture et donc l'agriculture, il y a un problème qu'il faut résoudre. On ne pratique pas l'agriculture au Cameroun, et même d'ailleurs en Afrique. On ne pratique pas l'agriculture. Moi, je le dis en tant qu'agriculteur. Hein, j'ai quitté la ville, j'ai démissionné des activités professionnelles en ville, je suis rentré au village il y a près de 25-30 ans. Mais je me rends compte que les gens ne pratiquent pas l'agriculture. Il faut déjà résoudre ce problème. Alors qu'on a des ingénieurs agronomes qui ont été formés, qui continuent d'être formés et tout, mais on ne pratique pas l'agriculture. Vraiment, je le dis, c'est vraiment dommage de le dire comme ça. Mais non, vous avez évoqué tout à l'heure la question vestimentaire. Mais comment vous pouvez imaginer quel est le peuple qui va se développer quand il passe le temps à porter de la friperie? C'est que les Blancs ont déjà porté. D'ailleurs, même pour la dignité humaine, si le Camerounais arrive à acheter désormais une chemise de friperie qu'un bandit a portée en Occident, hein, parce qu'il l'achète à 100 francs, et vous pensez qu'il va rester éternellement comme ça? Tout à l'heure, vous avez évoqué les risques. Je crois que c'est encore notre ami, je crois que c'est M. Fanga, peut-être. Fanga. Alors, il a évoqué encore ça tout à l'heure, mais il y a un risque réel de révolte. Je commence d'abord par révolte, parce qu'après la révolte, il y a la révolution. Et le plus souvent, eh bien, la révolution arrive quand les gens n'arrivent plus à pouvoir manger, à pouvoir s'habiller, à pouvoir se loger, à pouvoir se soigner. Voilà les 4 éléments de base. Or, nous nous rendons compte qu'au Cameroun,
on n'a pas, et d'ailleurs dans beaucoup de pays africains au sud du Sahara, on n'arrive pas encore à résoudre ces 4 besoins primaires. Comment vous pouvez donc parler dans ce sens de développement? Ce n'est pas possible, il faut d'abord régler ça. Et c'est la chose la plus facile à régler. C'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire qu'une chose qui est la plus facile à régler, mais personne ne veut le faire. Est-ce parce que la boulimie, tous les moyens financiers que les gens ont tellement amassés, les empêchent de pouvoir penser aux choses basiques? Est-ce que c'est pour cela que, au lieu de penser par exemple comment est-ce qu'il est possible que les produits agricoles puissent être acheminés vers les centres urbains, comment on peut le faire pour assurer une alimentation en qualité et en quantité aux populations et tout? On ne pense pas à ça. Tout à l'heure il parlait des routes et tout. Mais mon vieux, comment vous pouvez vivre dans un environnement, même chez vous, si vous n'arrivez pas même dans votre propre maison, si vous n'arrivez pas à marcher, qu'est-ce que vous allez faire? Et pour marcher, il faut une piste, il faut une route. Il faut que vous ne puissiez pas faire des accidents en permanence, cogner les pieds, rentrer dans le trou et tout cela. Si vous ne pouvez même pas le faire, comment vous allez gérer un État? Comment vous allez gérer un pays? Très bien. Alors, donc, le problème, c'est quoi? C'est que j'ai la conviction que l'équipe actuelle qui dirige le Cameroun, parce qu'elle se renouvelle d'ailleurs presque rarement, il y en a qui sont là depuis des lustres, qui occupent des fonctions... il y a des directeurs généraux, malgré toutes les lois qu'on vote, des décisions, parfois même présidentielles, qui sont prises. Ben, vous avez des directeurs généraux de sociétés d'État qui sont encore là depuis 25 ans. 40 ans. Il est directeur général, il est 40 ans, il est là, 30 ans. C'est sa plantation, c'est son champ. Il me semble qu'il faudrait être allé droit au but. Il faut une nouvelle dynamique. Il faut une nouvelle dynamique. Et moi, je crains donc qu'elle vienne à travers une révolution. Vient sur chaise roulante. Il a un lit à son bureau. J'ai peur, je crains. Depuis 30 ans. Je crains que la nouvelle dynamique ne soit obligée d'arriver à travers une révolution. Vous savez que la révolution, ce n'est pas la chose toujours la plus souhaitée. Surtout quand on prononce ce mot, les dirigeants sont souvent très frileux. Mais il faut savoir que le mois de février, et moi je vous parle là maintenant parce que je suis en même temps un chercheur dans le domaine de la spiritualité, faites très attention quand des choses se signalent et qu'elles peuvent se faire au mois de février. Je voudrais d'abord conseiller les dirigeants, si vous voulez augmenter les prix de pétrole, n'essayez même pas de le faire au mois de février. Pourtant, c'est le mois de février qui serait choisi. Bon, je dis bien, n'essayez pas de le faire. C'est un conseil que je donne. Je donne un conseil. Tout simplement, ils peuvent le faire comme ils ne peuvent pas le faire. Souvenez-vous de 2008. En 2008, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au mois de février. N'oubliez pas. Février 2008. Les émeutes de la faim. Les émeutes de la faim, c'est en février. Alors, je répète encore une fois. Si vous voulez le faire, je crois que décaler. Attendez décembre. Alors ça, c'est ensuite. Maintenant, attendez décembre 2024. Pour finir par rapport à ça, je dis donc que nous avons la possibilité de régler le problème fondamental de la misère au Cameroun et en Afrique en général. Et c'est sur cela qu'on doit s'atteler désormais. On est fatigué. Moi, je ne sais même pas là où le jeune frère tire encore même la force pour aller même encore critiquer les gens. Moi, je ne sais pas, vous avez des ressources, parce que après autant d'années, après avoir dénoncé les mêmes choses depuis des années, vous avez encore la force d'aller épuiser. Moi, je dis chapeau. Mais je pense que désormais, moi, ce que je propose, c'est qu'on mette de l'emphase, de l'énergie maintenant pour trouver des solutions. Et ce sont un professeur camerounais, enseignant, je pense, l'avait dit en paraphrasant une parole biblique, il a dit, on ne met pas du vin neuf dans de vieilles outres. Tout à fait. Alors, je crois que c'était le professeur philosophe Marcien Toa, quelque chose comme ça. Marcien Toa, du coup, si les outres sont vieilles, mais il faut des outres neuves, mon vieux. Il faut des gens qui ont... Je ne parle pas par rapport à la jeunesse, parce que les jeunes aussi, on les a mis chefs ministres et tout cela, ils ont fait leurs preuves souvent, et pas de la bonne manière. Moi, je parle davantage des gens qui ont des idées neuves, qui ont l'amour pour le peuple, pour la patrie, des gens qui sont capables de pouvoir se sacrifier pour l'intérêt général, des gens qui sont capables de penser intérêt général et non de passer toute leur vie à ne penser que pour eux-mêmes. Il faut des nouvelles personnes de ce genre et moi je pense que cela va arriver, mais je ne voudrais pas que ça arrive
à partir d'une révolution. Parce que ça couvre, tout le monde le voit. Tout le monde dit aujourd'hui, vous faites n'importe quel discours, faites même les projections que le président va faire sur je ne sais pas quoi, personne n'y croit plus. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que même ceux qui partent lui dire que voilà, nous allons faire ceci, eux-mêmes, ils n'y croient pas. C'est ce qui est vrai. Alors maintenant, quand nous l'avons déjà constaté, il nous reste une seule chose à faire, c'est donc de prendre nos responsabilités et de voir, tout à l'heure il a évoqué la question de, on est déjà à plus de 400 partis politiques au Cameroun. Très bien, vous sortez par là. Alors comment est-ce que nous allons rester toute la vie en train de créer des mouvements politiques? Et là, il m'a donné là une raison qui est fondamentale, personne ne voit souvent ça, que des gens dépassés, chacun se dit, mais devant cette situation, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Tout de suite, c'est à quoi il pense, il faut que je crée un mouvement politique pour qu'au moins je puisse rassembler des Camerounais autour de mes idées et tout. Mais alors, tout le monde ne va pas l'être comme il a dit. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut faire quoi? Il faut balayer. Il faut balayer, non? Et le plus souvent, c'est une révolution qui balaye. Hein? Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Paul Mobitan, paysan, fondateur de l'association Save Africa et fondateur de l'URA, l'Union pour le réveil de l'Afrique. Vous êtes sur ce plateau avec notre cher ami, l'apôtre André Christelle Fanka. Nous attendions certainement, d'ici la deuxième heure, Kim Isiba, activiste panafricaniste, président des urgences panafricanistes. Nous n'avons malheureusement pas pu avoir le docteur Juniem, Irénée Juniem et Edjoa Tangana Bonaventure, lui également politologue. On ne sait pas ce qui se passe du côté de la technique de l'autre côté. De toute façon, on attaque maintenant le sujet de résistance. Avec votre permission, on va y aller maintenant. Essayons d'évoquer la France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne. On a constaté quand même que cette France, depuis au moins 4 ans en arrière, semble être boudée par plusieurs pays africains de par sa politique qui ne semble plus tenir avec les aspirations des Africains. Et de là, on a d'ailleurs constaté que cette France s'est enrichie au dos des Africains. On s'interroge bien, est-ce un véritable partenaire pour l'Afrique subsaharienne? Alors, André Christelle Fanga, qu'est-ce qu'on reproche à la France? On ne reproche pas quelque chose à la France. Les Africains ont simplement pris conscience de leur mal. On ne reproche rien à la France. Parce que on a mis parfois la charrue avant les bœufs. Le problème aujourd'hui en Afrique, c'est que les peuples africains ont pris conscience de leur mal-être, de leur avenir, de leur du potentiel qu'ils représentent. Tout à fait. Et ils ont décidé de prendre en main, n'est-ce pas, leur responsabilité. Et si en prenant en main cette responsabilité, c'est pour qu'un pays appelé la France tombe, tant pis. Donc, on n'a rien contre la France. Et on ne leur reproche rien. On ne leur reproche rien du tout. Pourquoi on ne leur reproche rien? La France a mis en place une stratégie de domination, une stratégie de colonisation, une stratégie de néocolonisation. Elle a mis en place une politique, n'est-ce pas, pour relever son économie, pour être un pays stable comme il est, pour être 5e pays le plus développé au monde, pour être, vous appelez ça quoi, 5e pays de réserve d'or mondial, d'être vendeur d'uranium alors qu'il n'y a même pas une once d'uranium dans son propre territoire, être... tout comme de l'or. Oui, bien sûr, tout comme de l'or, parce que cet or a été épuisé où? Donc, nous savons tous où l'or a été épuisé pour faire de la France ce pays d'or, de réserve mondiale d'or. Donc, vous comprenez qu'elle a mis une politique en place qui devait justement implémenter, devait faire avancer son économie. Et c'est ce qui s'est produit. Son économie a avancé, son industrie a avancé, tout a avancé, les constructions, les villes se sont construites et tout, et tout, et tout, et tout. Et elle est devenue cette puissance planétaire. Malgré que c'était au détriment des Africains. Ouais. Au détriment des peuples africains. D'accord. On ne va pas en vouloir quelqu'un, n'est-ce pas, qui veut véritablement se développer et mettre tous les moyens et les stratégies en place pour se développer. Maintenant,
La France se retrouve face à un mur qui est la prise de conscience des peuples africains. Cette prise de conscience, parce que la plupart de nous, nous n'avons pas été à la Sorbonne, nous n'étions pas, vous appelez ça quoi, à l'ENA de Paris, nous n'étions pas à l'école d'ingénierie de beaucoup de, ils appellent ça quoi là. Bon, ça me reviendra. Nous n'étions pas à l'école de journalisme de Lille, nous n'étions pas après de... En fait, nous n'avons pas été moulés dans le monde. L'Académie française. Ou bien à Saint-Cyr, n'est-ce pas, pour les militaires, n'est-ce pas, à Saint-Cyr. Parce que vous savez que quand vous sortez de Saint-Cyr, c'est comme si vous avez atteint le Graal, n'est-ce pas, en formation militaire, surtout chez nous en Afrique. Donc, vous voyez que la plupart des Africains de ce 21e siècle ne sont plus complexés face à la France. Et c'est justement, on peut vous prendre Assimi Goïta, on peut vous prendre Ibrahim Traoré, on peut vous prendre plusieurs, n'est-ce pas, Africains qui ne sont pas complexés face à un Emmanuel Macron. Parce que l'une des choses qu'il faut vous dire, c'est que la France a un problème aujourd'hui parce que la France nous a sorti dans son chapeau d'Ali Baba un Emmanuel Macron. Un Emmanuel Macron pour présenter à la face du monde qu'ils ont le meilleur, la jeunesse, est l'une des révolutions politiques, n'est-ce pas, démocratiques la plus réussie. C'est-à-dire en créant, parce que M. Emmanuel Macron sort de nulle part, il n'a pas de parti politique. Il crée un mouvement qu'on appelle la République en marche. La République en marche finit par prendre, parce qu'il était ministre de M. Hollande, il finit par prendre le pouvoir par un mouvement. Donc il démontre par un tour de passe-passe que vraiment un mouvement peut se créer et prendre le pouvoir. Donc c'est ça la démocratie. Il sublime la démocratie avec un jeune qui sort de nulle part, qui prend la présidence et devient président de la République et implémente maintenant une nouvelle forme de démocratie. Les Africains, d'ailleurs d'autres Africains commençant à s'appeler Emmanuel Macron. Mais ils avaient oublié qu'il y avait un autre côté pervers. Le côté pervers, c'était que M. Emmanuel Macron est marié à une grand-mère qui ne va pas avec des valeurs africaines. N'est-ce pas? C'est vrai que la vie privée n'intéresse pas. Ce n'est pas une vie privée, monsieur. Mais vous avez tout de même évoqué, mais c'est vrai que cette vie privée n'intéresse pas forcément. Ce n'est pas la vie privée. La femme d'un chef d'État n'est pas la vie privée. Vous pouvez épouser même votre grand-mère, c'est votre vie privée là-bas. Non. Quoi, bon, on passe par là. On passe. Laissons, c'était juste un détail. Donc on continue pour qu'on ne se perde pas en conjecture par rapport aux explications que nous voulons donner. Donc vous comprenez que maintenant les Africains comprennent et ils disent ok, on sort le corrigé. Parce qu'Emmanuel Macron est arrivé président, il avait peut-être, je crois, 39 ans. Oui. On sort le corrigé. On sort des garçons de moins de 35 ans. L'Afrique sort le corrigé. Ibrahim Traoré a moins de 35 ans quand il prend le pouvoir. Alors là, c'est la résurrection du sankarisme. C'est la résurrection des grands leaders panafricains qui étaient tous jeunes et qui ont démontré à la face du monde que nous pouvons implémenter des choses, parce que les Omiobe et tout le reste, c'est Ernest Wandje et tout, c'était tous des jeunes qui démontraient à la face du monde que mais, la politique implémentée par l'Occident n'est pas une politique véritable pour nous les Africains. Nous pouvons faire la politique autrement. On peut être jeune et faire de la politique, parce que la plupart, même ceux que nous décrions aujourd'hui, sont arrivés au pouvoir ou bien en politique très jeunes. Très jeunes. Le président Paul Biya est arrivé en politique très jeune. Aïdjo est arrivé en politique très jeune. Tous les grands leaders africains que nous avons connus sont arrivés en politique très jeunes. Bon, aujourd'hui on nous dit que attendez votre temps. Vous êtes encore jeune. Attendez votre temps. Mais alors qu'eux-mêmes, il y a eu des ministres au Cameroun à 26 ans. Paul Biya est arrivé à 29 ans. Lorsqu'il vient, il part de Paris pour le Cameroun, à 29 ans. 10 ans plus tard, il est Premier ministre. Et 10 ans plus tard, il est président de la République Cameroun. Donc vous voyez ça. Et vous nous demandez des jeunes qui ont déjà plus de 35 ans, 40 ans, de continuer à attendre. Non, vous êtes jeunes. Mais eux, ils étaient déjà ministres. Eux, ils étaient déjà directeurs généraux. Yang Filemon était déjà ministre en 1972. Il est là jusqu'à maintenant. Bello Bouba Maïgari, Premier ministre à une certaine époque. Yang Luc. Donc, si on veut prendre tous ces gens-là, vous allez comprendre qu'ils sont arrivés tous jeunes. C'était juste une légère parenthèse, on revient à la France. On était en train de dire que simplement, on a sorti le corrigé, on a en présentant maintenant de nouveaux jeunes, de nouveaux visages. Ce qui amène une révolution, parce que la plupart de tous ces gens
ne sont pas moulés dans le moule français, ne sont pas moulés dans le moule de la politique france-africaine, n'est-ce pas? C'est-à-dire la politique française en Afrique. Donc maintenant les révolutions commencent. Et maintenant, il commence à avoir des ruptures, des ruptures, des ruptures. Et ce que je voudrais vous dire et vous rappeler, le centre de commandement de la révolution planétaire se trouve au Cameroun. Je dis bien le centre de révolution planétaire. Parce que tout ce que vous voyez se produire dans les autres pays africains, c'est grâce au Cameroun. C'est le Cameroun qui a implémenté ce discours panafricaniste. C'est le Cameroun qui a démontré, à partir de ces chaînes panafricaines et ces panélistes panafricains, journalistes panafricains et des leaders d'opinion panafricains qui ont implémenté ça et aujourd'hui qui a commencé à produire des fruits, qui a produit une prise de conscience généralisée. D'ailleurs, vous étiez dans une chaîne que je ne vais pas citer le nom ici. Et quand on avait commencé à parler du franc CFA, on nous prenait pour des gens, des idiots. Tout à fait. D'ailleurs, ça a fait des chefs d'État sont sortis pour nous dire comment vraiment on est des cons, on ne comprend rien en économie. Mais tout le monde aujourd'hui parle du franc CFA comme un problème. N'est-ce pas? Donc vous comprenez que tout ce que nous avons cité il y a de cela près de 10 ans aujourd'hui, comme les problèmes de l'Afrique, et moi je l'ai toujours dit, le problème de l'Afrique c'est les 3 F, ou bien les 4 F. France, franc CFA, franc-maçonnerie, francophonie. Voilà les 4 problèmes de l'Afrique. Et quand surtout de l'Afrique francophone, sud-saharienne, parce que la plupart, l'Afrique sud-saharienne, c'est d'elle qu'on parle, parce que l'Afrique sud-saharienne est plus francophone, parce qu'on a 15 États qui sont sur la coupole de la France. Donc, quand ce discours a commencé à pénétrer les populations, c'est-à-dire le discours panafricaniste, les gens ont commencé à comprendre et comment dire, à dire non, on peut se débarrasser de la France, on peut rompre les accords coloniaux. Vous connaissez les 11 accords coloniaux. Tout à fait. Certains ont commencé à dire non, on s'en débarrasse petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et la preuve, au Cameroun, il y a le président français qui est arrivé, M. Emmanuel Macron, et il venait dans la logique avec certains opérateurs économiques français, il demandait pourquoi la France est en train de reculer dans un pays comme le Cameroun, parce que la France avait 40% de part de marché au Cameroun. La France est aujourd'hui à 10%. Et il est venu justement dans la logique de venir tirer les oreilles au patriarche président. N'est-ce pas que, mais comment se fait-il que la France a perdu 30% de part de marché au Cameroun? Il lui dit, mais non. Le Cameroun n'est pas la chasse gardée d'un État. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun choisit des partenaires. Et ces partenaires-là, la France, par exemple, a toujours été un pays roublard. Vous voyez, elle est allée déposer un pont sur un pont à Douala. Vous voyez, il y a un pont sur un pont, non? C'est le programme C2D, n'est-ce pas? Financé par l'AFD, l'Agence française de développement, qui a posé un pont sur un pont et un pont qui s'inonde. Vous savez qu'en saison pluvieuse, le deuxième pont sur le Vouri s'inonde. Tout à fait. Alors, vous voulez que des Camerounais, des Africains, des Africains sud-sahariens qui ont compris et qui comprennent que, mais attention, on ne peut pas avoir un partenaire comme celui-là qui nous met un pont sur un pont. Vous avez vu les rigoles qu'il y a dans un quartier, j'espère que vous vous baladez à Douala, des rigoles qu'il y a dans un quartier qu'on appelle un commando. Bali. Il y avait des rigoles qui ont été faites il y a de cela plus de 30 ans aujourd'hui. Regardez les rigoles financées par le programme l'AFD, le contrat C2D. Comme Bonamoussa dit, ça empêche que Bonamoussa soit inondé. Parce qu'il n'y a plus d'évacuation d'eau. L'AFD a financé, a donné beaucoup d'argent, et c'est une société française qui a encore gagné le marché et qui nous a fait des rigolettes. Et non des rigoles. Des rigolettes qui, jusqu'à présent, quand il pleut, l'eau traverse les rigoles et ça inonde les quartiers et les villes où ils ont travaillé. Alors qu'il y a des quartiers qui ont été faits depuis plus de 30 ans avec des rigoles bien faites, qui n'ont pas de problème. Jusqu'à présent, c'est là résistant. Donc, vous comprenez qu'il y a un contrat de dupe qui s'est mis en place avec ce pays-là. Et aujourd'hui, les Africains ont pris conscience et ont dit, bon, ok, on ne va pas continuer à cohabiter avec une censure. La censure a pour rôle, c'est de sucer votre sang, n'est-ce pas? De vous vider de votre sang. En fait, elle se nourrit sur votre dos. Donc, on a dit, ok, on ne va pas continuer à cohabiter avec ce pays censure, il faut s'en débarrasser. Et ça a commencé à produire les effets que ça a produit aujourd'hui là. Vous voyez, le Mali s'en va, le Burkina Faso, le Niger, le Centrafrique. Plein de pays sont en train de
quitter le giron français, sont en train de quitter la domination française, la domination coloniale française. Et ça, c'est quelque chose que nous devons continuer davantage à dire, que nous avons eu un problème avec les 3 F ou les 4 F, France, franc-maçonnerie, franc CFA et francophonie. Ça, il faut qu'on s'en débarrasse complètement pour que nous puissions être véritablement des États souverains. Prenez votre prise de parole également sur la question. Pierre-Paul Mobitan. Bien, alors, je pense que la France a le droit de chercher à survivre. Parce que moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que la France est en mode survie. Parce que la mort de la France est programmée depuis que les Africains ont commencé à prendre conscience de la nécessité de se débarrasser de ce couvercle qu'on a posé sur sa tête depuis des années à travers la colonisation et tout le reste. Alors, à partir de cette prise de conscience, on n'est plus seulement à la prise de conscience actuellement, on est déjà au niveau des actes qu'on pose, des actes que personne n'aurait pu imaginer que les Africains peuvent poser. Je ne veux pas, ça serait une lapalissade si je parle encore de ce qui se passe avec le Mali et tout le reste. Donc, je dis, nous sommes actuellement dans une phase où la France, elle doit se mettre à genoux. C'est-à-dire, vous savez, le monde fonctionne ici. Il y a des moments où vous êtes en haut, il y a des moments où, après, celui qui était en bas monte. C'est la loi, c'est une question de cycle de vie. Actuellement, le moment où la France a réussi, tant bien que mal, je ne reviens plus sur tout ce qui s'est passé, mais elle a réussi à se placer sur la tête de l'Afrique. Bien. Alors, le temps là est passé, c'est fini ça. Alors maintenant, l'Afrique est en train de se mettre debout. Et lorsque l'Afrique se met debout, celui qui était sur la tête, il tombe. Il n'y a rien à faire. C'est clair. Bien. Alors, du coup, moi, personnellement, je n'ai rien à reprocher à la France. Parce que je ne vois même plus ce qu'on a à faire ensemble. Quand on regarde ce que les Chinois peuvent faire comme partenaire, en tant que partenaire, quand on regarde ce que la Russie peut faire en tant que partenaire, on commence quand même à douter de la possibilité que la France puisse faire encore quelque chose. Est-ce que la France est à même de tenir une compétition aujourd'hui et pouvoir gagner un marché sans que ce soit à travers le C2D, par exemple, qu'il a évoqué tout à l'heure, qui est une entourloupe en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais rien remis comme dette au Cameroun ou même à d'autres pays africains. Alors cette entourloupe-là fait croire aux gens que la France a remis la dette et avec cet argent, ils ont mis des conditionnalités. Les entreprises françaises doivent gagner les marchés, ainsi de suite. En dehors de cette piste, la France ne peut plus gagner un marché actuellement dans la compétition internationale sur le plan économique. Cela n'est plus possible parce qu'elle a basé son économie sur la roublardise et sur, si vous voulez, la rapine, tu vois. Alors du coup, c'est compliqué que la France puisse tenir encore en Afrique. Les jours qui viennent vont être encore plus difficiles. Peut-être la France va essayer de se battre là-bas, je ne sais pas moi, en Australie ou en Scandinavie ou je ne sais pas trop bien quoi. Mais en Afrique, ça va être très très compliqué. Parce que la question que vous posez, elle est celle-ci. Est-ce qu'elle peut être encore un partenaire crédible? Nous allons y revenir. Vous voyez? Donc, moi je pense qu'il faut tout simplement dire, nous sommes en ce moment dans une phase où il faut nécessairement que la dynamique panafricaniste qui a pu faire qu'aujourd'hui l'Afrique commence à être respectée dans le monde, dans le concert des nations. Il faut que cette dynamique se poursuive. Parce que quand vous avez remporté des victoires dans un combat, vous n'allez pas changer. Vous ne vous arrêtez pas. Il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que l'adversaire soit totalement terrassé. Nous connaissons les causes de la situation de l'Afrique, les causes exogènes. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Nous allons y arriver peut-être. Très bien, mais nous devons quand même faire en sorte qu'actuellement, que la France commence à tirer les conséquences de sa politique, de la situation actuelle et qu'elle cesse de mettre
des gens qui croient qu'ils sont intelligents et qui vont sillonner partout les plateaux des télévisions et des radios dans le monde pour faire dire aux Africains que la France, si elle change son comportement, en tout cas, les choses, bon, ok, de toute façon, je vous vois venir. Ok, donc il ne faut pas, je vous vois venir. Nous on est très éveillés et lucides. Tout à fait. C'est-à-dire que quand vous parlez, il faut savoir que les Africains sont devenus tellement futés, hein, tellement lucides, qu'on ne gobe plus n'importe quoi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, nous avons un repérage au docteur Irénée Gilles Niem, et nous l'avons tout à l'heure, hein, un repérage. Il nous manque depuis le début de cette émission, je rappelle. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. On va dire bonne et joyeuse année 2024. Je vous souhaite beaucoup d'argent. Et on dit d'ailleurs que dans un foyer, il faut aussi beaucoup d'enfants. C'est ce que j'aime souhaiter aux gens. Effectivement, on ne s'était pas vu depuis le début de l'année et puis depuis un certain temps. Donc j'étais très préoccupé par des soucis de connexion que j'avais. Donc j'étais un peu désespéré, mais bon, je suis très content de vous retrouver, quoi. Merci. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Vous êtes avec Pierre-Paul Maupetan, paysan fondateur de l'association Save Africa et fondateur de l'ULA. C'est un parti politique en gestation d'Union pour le réveil de l'Afrique. Et nous avons notre ami l'apôtre André Christelle Fanga. Lui, il est journaliste, le directeur de la publication d'ailleurs de la Dépêche, je crois. La Dépêche de Midi. Ouais, effectivement. Et puis, homme de Dieu panafricaniste. Et vous-même, docteur Gilles Niem, je rappelle, universitaire, enseignant des universités aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en France, et vous êtes en ce moment en Guadeloupe. Docteur, alors, la question fondamentale, en fait, nous parlions de cette France, peut-être devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne, mais avant, on va peut-être écouter votre premier lexique sur les relations qui ont toujours régi la France et l'Afrique subsaharienne. Est-ce qu'elles sont sincères? Je n'ai pas bien compris la fin. Est-ce que les relations qui ont toujours régi la France et l'Afrique subsaharienne sont de nature sincère? C'est déjà établi qu'elles ne sont pas de nature sincère. Ça, je crois que je n'invente rien. C'est quelque chose qui est bien connu aujourd'hui. Et grâce aux efforts des Africains, ils ont la volonté qu'ils ont toujours eu d'ailleurs dans leur histoire de ne pas se laisser marcher dessus, malgré que on ne connaissait pas tous les tenants de la situation, mais on peut quand même se satisfaire de la situation qui prévaut aujourd'hui, et qui est que on commence à y voir un peu plus clair et à remettre des choses en question, hein, et peut-être même on commence à l'année 2024, on est déjà très loin dans la remise en question des tenants qui nous en fait de cette relation-là, des conditions, des choses qui conditionnaient cette relation. Donc, c'est pour cela d'ailleurs qu'on est aujourd'hui sur le plateau en train de discuter de cela. Parce que je crois que il y a de cela 20 ans, avec la technique de l'époque, la chose n'était pas possible, disons, dans l'ampleur qu'elle a pris aujourd'hui. Donc, quand la question ne souffre d'aucune ambiguïté, en fait, la réponse à la question ne souffre d'aucune ambiguïté, les relations n'ont jamais été claires, et bon, donc il faudrait aujourd'hui qu'on voit, et il est bien aujourd'hui qu'on discute de ce qui est possible. Donc voilà. Alors, on essaie d'évoquer quelques outils sur lesquels la France s'est appuyée pour demeurer encore au pouvoir dans ces 14 colonies africaines. Notamment, on évoque le contrôle de la monnaie à travers le franc CFA, qui est d'ailleurs une monnaie qui utilise encore les 14 colonies. Il faut le rappeler, hormis, vous avez effectivement la présence militaire dans des endroits stratégiques. On parle peut-être au cas du Gabon où la France est installée avec une grande base, une base exceptionnelle pour contrôler le pétrole gabonais. Vous avez, on ajoute à ces outils les relations publiques, les relations avec certains hommes politiques français et africains qui sont restés des relations de copinage. Et bien sûr, vous avez la fameuse francophonie qui est là, effectivement, pour promouvoir non seulement la langue française et la culture française, des outils qui servent encore, il faut dire, des bases de colonisation de cette France,
pour qu'elle demeure en Afrique, et elle demeure au pouvoir en Afrique. Et de là maintenant, est-ce qu'on peut redéfinir quand même une relation qui puisse être sincère à partir de 16 aussi, si jamais elle devrait rester? Alors, vous avez mentionné beaucoup de tenants de cette relation-là. Ce que je dois quand même... enfin, j'ai pas pris le débat en cours. Le compatriote qui parlait tout à l'heure, lui, il avait l'air d'être complètement négatif quant à la possibilité de nouer des liens sincères avec la France. Moi, je pense personnellement que dans le futur de l'Afrique, il ne sera pas possible d'exclure la France de façon formelle, même si on a enfin, ne serait-ce que par bienséance africaine, c'est pas des choses qui me semblent relever de notre façon de voir les choses. Et puis de toute façon, la France qui nous a fait mal, la France est une entité multiforme, polyforme, j'allais dire. Il y a la France institutionnelle, il y a la France entrepreneuriale, il y a la France culturelle, et il y a la France artistique, il y a la France médiatique. Même si la France institutionnelle est de plus en plus de connivence avec la France médiatique, par exemple, cela ne veut pas dire que tous les médias français sont dans la ligne de la politique de la France institutionnelle. Et puis aussi, en fait, ça c'est du côté de la France. Du côté de l'Afrique, il y a l'Afrique médiatique comme celle qui nous fait parler aujourd'hui. Il y a l'Afrique intellectuelle, l'Afrique culturelle, il y a l'Afrique, il y a la Panafrique, ou le Panafrique, je ne sais pas comment on va dire. Donc, il faut faire attention à cela. La France n'est pas une entité homogène. La France qui nous a posé problème, c'est la France institutionnelle. Et même pas toute la France institutionnelle. Le mal était profond, les délits étaient profonds, et qui ont tendance à faire oublier certains fondamentaux quand même. Enfin, je ne parle pas de ça que pour la France. Je crois que dans tous les pays, tout ce que je dis là est valable. Dans tous les autres pays occidentaux, l'Amérique, l'Angleterre, l'Amérique a eu le même comportement délictuel dans beaucoup de pays qui n'étaient même pas ses colonies, ou alors qui étaient ses colonies, mais de façon aussi formelle que la France. L'Angleterre n'est pas non plus à plaindre sur ce plan-là. Et ces larcins dans les pays anglophones sont importants. D'accord ? Donc, j'allais oublier la France politique, la France des partis politiques. Bien sûr, il y a une France politique qui est de connivence, qui fait semblant de ne pas connaître, de ne pas comprendre ce qui se passe, alors qu'elle approuve ce qui se passe. Mais quand on voit aujourd'hui la situation, on peut penser que c'est hypocrite, mais quand on voit le parti de M. Mélenchon, on voit que ses positions ne sont pas vraiment sur la même ligne que, par rapport à certains sujets sociétaux, ne sont pas sur la même ligne que ceux de M. Macron ou bien Mme Le Pen. Donc il faut faire attention. Tous les entrepreneurs qui sont susceptibles, par exemple, tous les entrepreneurs qui sont susceptibles d'investir en Afrique ne le feront pas nécessairement à travers disons, le canal de l'État français. Et quand je dis l'État français, c'est l'État france-africain plutôt. Et il faut aussi se dire que ce qui a posé problème, ce n'est pas que la France en tant que telle, c'est aussi, en fait, on est dans une situation, dans un problème France-africain. Et pour qu'il y ait France-Afrique, il faut aussi qu'il y ait des Africains. D'accord ? Alors, si du côté africain, parce que nous, on estime qu'on est conscientisé, mais moi, je connais beaucoup de gens. J'en ai rencontré récemment à Paris. C'était incroyable, des jeunes Africains qui font leurs études à l'ENA, par exemple, dont tout le monde connaît l'importance en France, et qui, franchement, m'ont étonné par leur opposition, par leur critique farouche du panafricanisme. Et j'étais sidéré. J'ai dû vraiment discuter avec eux, mais ils ont même fini par énerver. Et c'était des enfants, en fait, des jeunes qui venaient de pays comme Haïti, comme le Rwanda, et qui, pour eux, en fait, l'idée, c'était que chaque pays a le droit de faire ce qu'il veut ailleurs, pourvu que cela profite à ses citoyens. Et je leur ai dit, mais ça a été fait chez nous, ça a profité aux Français. Mais est-ce que ça nous a profité? Alors, pour eux, le problème, c'était les dirigeants français
à des dirigeants africains qui n'avaient pas fait ce qu'il fallait. Mais je leur dis, voilà, maintenant, on essaie de faire ce qu'il fallait. En tout cas, c'était absolument effarant comme position. À la fin, quelques-uns ont commencé à comprendre, mais je ne m'imaginais pas qu'à l'an où on était, il y a encore des jeunes qui ne soient pas au courant de la situation, quoi, et de l'histoire. Et certains des panafricanismes ont été nommés de façon claire et ont été critiqués par ces jeunes-là. Et c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc, et quand on vient en Afrique, il y a encore des gens, il y a encore des Africains qui pensent, comment on dit ça, France-Afrique, qui ne sont pas convaincus de ce qu'on fait nous. Et il y a M. Ouattara, par exemple, il y a M. Macky Sall du Sénégal, qui ne pensent pas que ce qu'on fait est justifié. Donc, tant qu'il y aura des France-Africains, tant qu'il y aura des gens disposés à perpétuer l'hégémonie de la France, elle va continuer. Et souvent, il n'en faut pas beaucoup parce que la France a encore la force militaire, même si elle n'est pas aussi grande qu'on veut le croire, elle a encore la force militaire qui peut faire plier des gens. Donc, le problème est compliqué. Hein? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en France avec qui comprennent ce qui se passe, qui ne comprenaient pas ce qui se passait avant. Et on le lit dans les réseaux sociaux. Je pense qu'on n'est pas obligé de travailler avec la France institutionnelle. Hein? Et encore, la France institutionnelle n'est pas homogène, j'allais dire. Très bien. Il y a des gens, il y a des particuliers, il y a des entreprises, il y a des associations qui ont compris ce qui se passe et qui, eux, maintenant, sont prêts à travailler avec nous, ou alors c'est nous qui devons les chercher. Donc, je crois que le problème, la question, elle est double. En fait, la réponse à la question, elle est double. Une partie de la réponse vient de nous. Hein. Alors, j'avais aussi oublié l'autre France qui n'existait pas il y a de cela 50 ans. Ironiquement, ça pourrait être appelé aussi la France-Afrique. C'est celle d'Africains qui ne sont pas du continent et qui comprennent le problème et qui, eux aussi, sont indignés parce que leur propre pays fait et qui sont absolument 100% en accord avec nous. J'en parle d'autant plus que je vis en Guadeloupe et je connais mes frères ici, enfin certains, je ne dis pas tous, et ils sont à fond avec nous dans ce qui se passe. Il y a aussi l'autre France que les Africains du continent ne veulent pas connaître ou ne connaissent pas très bien. C'est la France de personnes venant du continent comme moi et qui ont vécu en France et qui vivent en France et qui même souvent sont français. Et c'est là le problème aussi. Très bien. On a certainement un problème de réseau. Il va arriver tout à l'heure. Quelqu'un veut réagir par rapport... Oui. Ok, Pierre-Paul. Oui, alors j'aimerais réagir. Je ne sais pas comment notre frère qui vient de réagir, comment il dissocie l'institution de l'aspect culturel, de l'aspect économique. Et je ne sais pas comment il fait ça dans sa tête. Je serais ravi de savoir comment ça fonctionne. Mais non, messieurs. Mais c'est l'institution qui décide. Le pouvoir politique décide de ce qu'il faut faire pour un État, pour un pays. Hein, ce n'est pas le culturel qui décide. La preuve, si le culturel décidait, eh bien l'Afrique ne serait pas là où elle est là, assise sur deux chaises. Non, il faut faire très attention. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous sommes très, très lucides. Alors, il faut savoir que tu ne peux pas aujourd'hui penser que il y a des Français. Bon, il a cité tout à l'heure un homme politique. Je ne voudrais vraiment pas m'attarder sur... Quand j'écoute ce monsieur souvent, je me demande si ce n'est même pas quelqu'un qui joue le rôle d'endormir. C'est-à-dire qu'il voudrait peut-être endormir les Africains pour qu'ils aient l'impression qu'il y a des Français qui aiment l'Afrique. Mais à l'époque de l'indépendance, on a vu aussi très bien comment les communistes français soutenaient la démarche de la recherche de l'indépendance. Il y avait des communistes, c'est pas nouveau, hein.
on ne nous endormira jamais avec l'histoire qu'il y a des Français qui aiment l'Afrique, il y a des Français qui ne sont pas Macron, il y a des Français qui ne sont pas la République en marche. Non, ça c'est un discours qui ne peut pas tenir du tout. Parce que nous savons aujourd'hui que nous avons un problème d'autonomie, nous avons un problème d'indépendance non achevée, nous avons un problème de dignité, nous avons un problème de, tu vois, de nous séparer de tous ceux qui se sont assis sur notre tête. C'est tellement important que le reste, à mon avis, doit être relégué au second plan. Il y a certes des gens en Guadeloupe qui sont français, qui sont machin et tout, qui aiment l'Afrique. Ça, on ne dit pas non. Nous-mêmes, on a des enfants, des petits-fils et tout, qui sont français. Nous avons nos enfants parfois même qui sont déjà de nationalité française. Mais non, nous n'avons pas un problème avec ça. Notre problème, c'est que aujourd'hui, nous sommes des États indépendants, même comme nous sommes, nous cherchons, nous souhaitons ardemment que l'Afrique soit unifiée et que nous parlions d'une même voix en Afrique. Mais pour l'instant, c'est des micro-États qui sont là. Mais en tenant compte de cela, nous devons donc tout faire pour que la France n'ait plus rien à dire sur ce qui nous concerne. C'est par là qu'il faut d'abord commencer. Tant qu'on n'a pas réglé le problème de la France qui n'a plus rien à décider en ce qui nous concerne, par exemple sur les questions du franc CFA, sur les questions de... comment on appelle encore ça? C'est-à-dire que le politique culturelle, politique économique, oui, tout ça, et puis les bases militaires et consorts et tout. Non, il faut régler ça. Vous ne pouvez pas être en train de vous développer avec un monsieur qui a des bases militaires à votre porte, qui peut décider à tout moment de vous mettre en difficulté. Mais je regrette, cher ami. Non, laissez-nous d'abord régler ça. C'est-à-dire que la France doit d'abord partir. On va voir après comment donc nous pouvons désormais rétablir des relations gagnant-gagnant. C'est les hommes politiques qui disent... Elle doit d'abord partir. Mais il faut d'abord qu'elle parte. Même s'il faut qu'elle vienne, non, je dis que il faut d'abord qu'elle parte. Les hommes politiques français, qu'est-ce qu'ils ont dit chaque fois? Ils ont dit, c'est les intérêts. Il n'y a pas de... tu vois, les relations entre les États, c'est des relations d'intérêt. Tout à fait. Alors, est-ce que c'est eux qui ont raison ou bien c'est lui qui vient de parler qui a raison? Moi, je me dis qu'il faut nécessairement, d'abord, qu'on soit en posture de décider librement de travailler avec la France ou pas. C'est quand on est dans cette posture, ça redonne la confiance aux Africains en eux-mêmes. Et à ce moment-là, après maintenant, si la France est mieux offrant dans tel domaine ou dans tel autre, rien n'empêche que par la suite, qu'on puisse collaborer, qu'on puisse traiter ensemble. Mais pour l'instant, je le redis encore, la solution pour le moment, on a identifié le mal. On a identifié le mal. Tout à l'heure, notre ami a, bon, même si je ne suis pas d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit concernant les 4 F, mais le mal est identifié. Tout à fait. Que ce soit la franc-maçonnerie, que ce soit n'importe quoi, le mal est identifié. Et il faut donc d'abord l'éradiquer. Quand on a fini, maintenant on revient, on dit, oh, mais dis donc, nous nous souvenons quand même qu'on a passé des bons moments avec la France, ainsi de suite. Voyons comment on peut encore maintenant leur apporter aussi de l'aide, hein, parce qu'ils auront besoin d'aide après. C'est nous qui allons les aider. Très bien. Avant d'arriver chez vous, Christelle, permettez-moi de rentrer chez Irénée Gignac. Peut-être une la France existe dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les Outre-mer, par exemple. Heureusement qu'il s'est repris parce que mais la pirouette qu'il a faite à la fin n'arrive pas à justifier son point de vue de base que la France est homogène. Moi, je connais des Français noirs qui aiment l'Afrique et qui sont venus en Afrique travailler et qui aimeraient venir en Afrique travailler, investir. Et ce n'est pas des gens qui vont... disons, abandonner leur passeport français. Ils seront français et bien sûr, ils se disent africains. Et j'allais parler aussi des Africains comme des enfants dont il a fait état tout à l'heure. Mais moi, on est sur 2 plans différents là. Il a son point de vue, j'ai le mien, mais moi, je ne pense pas qu'on puisse décréter comme ça Et puis le problème, comme je disais à la fin, n'est pas que la France, tutelle institutionnelle, est aussi l'Afrique. C'est l'Afrique qui a décidé de collaborer avec la France.
la France prédatrice. Tant que cette Afrique-là existera, il peut être difficile. On se débarrasse complètement de la France et on voit comment elle se bat aujourd'hui. L'Afrique, France africaine, à travers la CEDEAO, à travers la monnaie, par exemple, parlons-en. Pourquoi les 3 pays du Sahel nous ont donné la preuve que c'était une décision autonome de créer une nouvelle monnaie? Qu'attendent les autres pays africains, enfin les autres pays francophones d'Afrique, pour créer leur monnaie? Enfin, on disait avant que c'était une affaire compliquée, machin. On nous a donné la preuve que ce n'est pas si compliqué que ça, que c'était une décision politique. Donc ce que j'ai dit, je ne sais pas si tu m'as bien écouté, c'est que tant qu'il y aura des Africains à France-Africains, le problème va perdurer. Et le problème n'est pas le nombre, le problème est le pouvoir politique. Il suffirait d'une personne, il suffit d'une personne pour que ça change. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso. De même, il suffit d'une personne pour que la situation ne change jamais parce que les gens sont arc-boutés sur leurs avantages personnels. Prenons le cas du Cameroun. Vous avez parlé, cher Pépin, à l'introduction du problème de langue. La France nous a apporté une langue colonisatrice. Aujourd'hui, est-ce que c'est la France qui fait en sorte que la plupart des Camerounais, la plupart des enfants camerounais ne parlent plus leur langue maternelle, même lorsque leurs 2 parents sont de la même langue maternelle? Est-ce que c'est la France qui fait ça? Quand on parle que français dans sa famille, quand on parle que français à ses enfants, cela les prédispose déjà à l'influence française. Et non seulement l'histoire de la langue française, les Camerounais aujourd'hui sont aussi dans une situation où ils ont rajouté à leurs enfants l'anglais, soi-disant bilinguisme, alors qu'à la base, on était déjà tous bilingues parce qu'on parlait au moins le français et au moins notre langue maternelle. Est-ce que c'est la France-Afrique? Bien sûr, je connais son influence subtile. Lorsque tu as parlé aujourd'hui de la francophonie a aidé à ça. Mais cela n'est pas le cas au Mali, cela n'est pas le cas au Burkina Faso, cela n'est pas le cas en Algérie. Est-ce que c'est la France? Non, c'est la France-Afrique qui fait ça. La France-Afrique, du côté français et du côté camerounais. Très bien. C'est ces gens-là qui sont aveugles, qui ne veulent pas voir que la situation est sérieuse et qu'il faut la changer. Bien, donc on ne peut pas... Enfin, je sais qu'on n'est pas très fautif dans cela parce que les forces qui géraient ce mal-là étaient très, très, très puissantes. Mais on a aussi notre responsabilité et on l'aura. On l'aura toujours. Donc voilà ce que je veux dire dans le fond de ma pensée. En fait, personne ne peut me soupçonner. Les gens qui me connaissent, toi et moi, on travaille depuis un certain temps. Je ne suis pas en support de la France. Hein. Enfin, j'aurais même toutes les raisons de l'être. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut bien écouter ce que certaines personnes disent, en fait, d'autres personnes disent, même quand on a ces positions. Et puis, est-ce qu'il est politiquement, même humainement possible de dire à partir d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on va fédérer tous les pays francophones africains qui ont été victimes de la France-Afrique? Comment est-ce qu'on va les fédérer pour les amener à prendre la même relation unanime pour dire on ne veut plus de toute la France, en fait, quel que soit tout ce qui porterait le label français culturel, intellectuel, universitaire, technique, entrepreneurial, qu'est-ce qui va... Comment est-ce que les Africains vont pouvoir arriver à cette décision unanime-là qu'on exclut la France? Je pense que ça va devenir aussi un problème, un sujet de conflit entre Africains. Donc, je ne vois pas... En fait, dans le fond, on dit la même chose, mais enfin, la procédure que mon collègue propose, mon compatriote propose, je ne vois pas comment elle va marcher, comment on va décréter cela. Très bien. Il faudrait qu'il m'explique. Merci beaucoup. Docteur Irénée Gilniem, alors une réaction, André Christelle Fanga. Alors, je voudrais dire une chose qui est claire. Permettez-moi de demander, on peut ouvrir le standard maintenant là-bas. S'il y a des téléspectateurs qui veulent réagir sur cette émission, ouvrez le standard et permettez-leur de dire un mot. La France exploite l'uranium au Niger pendant plus de 20 ans ou 30 ans aujourd'hui. Tout à fait. Je crois que c'était un contrat de 35 ans quand même. Parce qu'il a été rompu il y a quelques années seulement. Et la France est illuminée. C'est-à-dire l'énergie qui illumine la France est à 40% provenant de l'uranium du Niger. Tout à fait. Donc chaque ménage qui a de la lumière, la France partout là qui est illuminé, le Niger est à 40%. Est-ce que vous savez que ce n'est que la capitale Niamey du Niger qui a un peu d'énergie stable, un peu d'énergie stable.
Donc tout le reste est dans le noir. Mais la France est illuminée à 40%. Avec l'uranium qui vient du Niger. Avec l'uranium qui vient du Niger. La France vend l'uranium du Niger, n'est-ce pas, dans d'autres pays. C'est-à-dire la France est devenue exportateur de l'uranium, grand producteur mondial de l'uranium. Qui n'est pas produit dans son propre pays, mais il le vend à travers le reste du monde. Ils ont donné les chiffres, c'était 127 000 francs le kilo. Oui, le kilo. Alors qu'ils achètent ça à 26 000 francs au Niger. En fait, ils prennent à 26 000 francs au Niger. Ils revendent à 137 000 francs quelque chose. Vous voyez le gap vous-même. Ça, c'est la France. Alors, quand nous parlons de ça, nous parlons d'une France qui est extrêmement méchante. C'est un pays méchant. Je dis, les Français sont méchants. Parce que si un seul instant, on refait un peu d'histoire, si la France a un peu de liberté, a ce qu'ils appellent fraternité, égalité, ils ont, c'est quoi là, qu'ils ont leur devise, fraternité, égalité, c'est grâce à l'Afrique noire. Je voudrais leur rappeler qu'ils ont lu les mémoires de Hitler. Hitler le dit dans ses mémoires, grâce à la vaillance des soldats africains, la France a pu être libérée. Vous savez que la France était sous domination allemande pendant 4 ans. C'est-à-dire la France est un pays colonisé par l'Allemand. Et l'Allemand avait mis une monnaie nazie. Et c'est cette monnaie nazie que De Gaulle a reconverti pour refaire cette monnaie nazie qu'on appelle le franc CFA. Donc, l'esclavage que l'Allemagne de Hitler avait imposé à la France, c'est cette même, n'est-ce pas, ce même esclavage que la France a imposé à certains pays africains. Mais alors que c'est nous qui les avons libérés. La preuve en est, lors du défilé, ils sont allés prendre les sans-abri pour habiller en tenue militaire pour qu'ils défilent en plein Paris. Comme si c'est eux qui avaient, devant l'Arc de Triomphe, n'est-ce pas? Comme si c'est eux qui avaient libéré la France. Et vous avez des sans-abri qui ne savaient même pas comment on arrête une arme. Ils étaient obligés, d'autres tournaient l'arme, mettaient l'arme à gauche, d'autres mettaient l'arme à droite, d'autres mettaient... Donc, vous voyez, et il y a une très belle image où on voit un soldat français qui est caché derrière un soldat africain. Il y a ces images-là, n'est-ce pas? On se rappelle de ces images-là. Pour dire que, quand je parle de la méchanceté de la France, je dis bien de toute la France. Parce qu'au moins, même les intellectuels français, n'est-ce pas, devaient refaire l'histoire de la France et leur dire non. Ces pays que nous martyrisons aujourd'hui nous ont aidés hier, ont permis que nous puissions avoir l'État. Je dis bien l'État français. L'État français actuel, c'est grâce aux pays africains. L'État français est grâce aux pays africains. Plus grave, les soldats qui sont allés libérer la France, ils sont venus du Cameroun, de Fort-Lamy, Fort-Lamy c'est le Tchad, un peu de partout, Sénégal et tout. Ils sont débarqués de tous ces pays-là. Ils ont débarqué en France, on a libéré la France. Ils ont commencé ce qu'on appelle le massacre. En fait, il fallait... Vous savez que De Gaulle, c'était un petit suicidaire, il avait fui. Il est allé se cacher quelque part là-bas en Angleterre. Après, il est venu, il a envoyé Leclerc, le général Leclerc, qui était un usurpateur, parce qu'il n'était même pas colonel à cette période-là. Il est allé voler les grades au Nigeria. Il est allé fabriquer les grades au Nigeria avec son équipe pour entrer au Cameroun. Vous comprenez un peu, pour venir chercher les hommes qui devaient partir libérer. Parce que c'est à partir du Cameroun. Vous pouvez aller à la chambre de commerce du Cameroun, n'est-ce pas, ici à Bonadjo. Vous allez trouver là inscrit. Ici est née la France libre. C'est là qu'ils ont réuni les hommes et que les grands spiritualistes, les grands chefs, n'est-ce pas, coutumiers du Grand Sawa, les ont lavés d'abord parce qu'il fallait laver d'abord la malchance. Parce que c'était des malchanceux. Parce qu'ils ont dit, si on n'arrive pas à trouver du réconfort ou bien des hommes, ils étaient au Nigeria, si on traverse, on arrive au Cameroun et qu'on ne trouve pas du réconfort au Cameroun, on se suicide. Donc, vous savez, quand vous avez déjà l'esprit du suicide, ça veut dire que l'esprit de mort est déjà en vous. Donc, il fallait déjà laver cet esprit de mort-là pour remettre un peu l'esprit de la vie. Donc, on les a donné la vie. Le clerc, ils sont témoins, ils peuvent, n'est-ce pas? On leur a donné la vie au travers du lavage qu'on les a fait au niveau de la chambre de commerce du Cameroun, au travers des chefs coutumiers de la grande zone Sawa. C'est comme ça qu'ils ont pris un peu de force.
On les a donné des hommes, on les a donné de la nourriture, on les a donné tous les éléments et un peu de femmes aussi. C'est pour ça qu'il y a trop de douala maintenant en France. Parce qu'ils sont partis aussi avec quelques femmes dans la troupe. Donc c'est comme ça qu'ils vont. Et ils vont libérer la France. Ils réunissent les soldats un peu de partout. N'Djamena, et partout, là, au Bénin, et tout. Ils vont jusqu'au Sénégal. Et plus grave, l'opération de nettoyage commence. Parce qu'après avoir libéré la France, l'armée française se retrouve hyper noire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas véritablement de soldats. C'est qu'ils ont appelé plus tard les tirailleurs. Voilà. Ils donnent d'abord le nom tirailleurs, c'est-à-dire des gens qui tirent ailleurs. Comment des gens qui tirent ailleurs peuvent vous libérer? Premier mensonge. Vous voyez l'État français dans son mensonge. Premier mensonge, c'est qu'on dit que les soldats africains sont des tirailleurs. On est d'accord. Comment les tirailleurs peuvent vous libérer? Des gens qui tirent ailleurs peuvent avoir la capacité de cibler des ennemis et vous libérer. On passe par là. Maintenant, ils organisent ce qu'on appelle le massacre. À partir de la France, dans les banlieues, dans les bidonvilles, ils commencent les massacres pour tuer une bonne quantité de soldats africains par des empoisonnements dans les repas, dans les casernes. Ils empoisonnent. Une bonne quantité meurt. Parce qu'il fallait tout faire pour blanchir l'armée française. C'est ce que les gens oublient. Il fallait tout faire pour blanchir l'armée française, pour essayer de donner un semblant de dignité à De Gaulle. Pour essayer de donner un semblant de dignité aux soldats français. Leclerc et tout le reste qui étaient venus en Afrique, pour essayer de leur donner un peu de dignité. Pour dire que c'est eux qui ont travaillé, et c'est pour ça qu'ils ont recruté les sans-abri et tout le reste là, essayer d'habiller en tenue militaire pour faire croire que c'était les militaires qui ont libéré la France. Donc vous voyez qu'il faut faire du nettoyage. C'est pour ça que je dis que la France est un pays méchant. Ils ont commencé à nettoyer en France. Ils ont pris une quantité, ils ont mis dans un bateau pour aller ou débarquer au Sénégal, pour Tcharoy. Je n'arrive pas d'abord au massacre de Tcharoy. En pleine mer, ils ont jeté des soldats aux requins. C'est-à-dire ils ont pris des Africains, des soldats africains, nos aïeux, nos parents, qui sont allés les libérer. Ils ont jeté dans la mer. Pour que les requins en fassent des proies. Pour diminuer le plus grand nombre. Parce qu'en réalité, la France n'avait pas d'argent. Pour payer la dette de la libération de ces soldats-là. La preuve en est, jusqu'à présent, l'argent qui devait revenir aux soldats, n'est-ce pas, africains de la France, n'est pas payé à juste valeur. Il y a toujours des gens qui en réclament. Et même les conditions qui étaient données, n'est-ce pas, pour qu'on aille aider la France et qu'après avoir lutté, les conditions que les familles devaient bénéficier, n'est-ce pas, de ces soldats-là, rien n'est fait. Vous voyez la méchanceté. Maintenant, vous étiez une bonne quantité. Vous arrivez maintenant au Sénégal et vous arrivez dans le camp qu'ils ont appelé Tcharoy. En plein Tcharoy, ils ont organisé ce qu'ils ont dit, le massacre. Et ils ont fait croire que non, c'était les soldats qui voulaient faire de la révolution dans le camp. Et ils ont tiré, ils ont massacré des soldats africains à Tcharoy sans armes. Ils les ont réveillés à 5 h du matin pour un rassemblement, soi-disant pour dire qu'il y a une communication spéciale. Et donc quand les hommes se réveillent le matin, vous voyez des gens qui déjà un peu fatigués, n'est-ce pas, qui ont combattu et tout, se réveillent, ils disent bon ok, s'il y a une communication spéciale, allons écouter. Ils se réveillent et donc ils laissent tous leurs outils de guerre. Et on les fusille comme des bandits, comme on faisait souvent des bandits, on mettait, comme on dit souvent, on les met au poteau. Tout à fait. On les massacre. C'est comme ça le massacre de Tcharoy. Donc vous voyez des événements qui se succèdent comme ça. Ça c'est la politique française. Ça c'est les dirigeants français qui ont mené cette politique-là, qui ont détruit la France. Maintenant, ça c'est dans les années 45-46, après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc vous voyez que c'est ces massacres-là qui se passent jusqu'à presque 5 ans. Maintenant, vous venez avec la politique de colonisation. La France a amené la politique de colonisation. Ils se sont installés dans nos territoires, n'est-ce pas? Ils ont amené la colonisation. Ils ont fait croire que non, nous n'étions pas des peuples civilisés. Comment des peuples civilisés peuvent délivrer un territoire comme la France? Incivilisés, des peuples qui ne sont pas civilisés, n'est-ce pas, peuvent libérer un territoire comme la France. Ça veut dire qu'on était plus civilisés que des Français. Et ils nous disent que non, ils nous ont amené la civilisation. La civilisation, c'était quoi? La langue, la franc-maçonnerie, le joulatisme.
Le joulatisme, pour les aînés, ils savent ce qu'on appelle le joulatisme. Et c'est ce qui a daté l'Afrique aujourd'hui, le joulatisme que la France a amené. C'est-à-dire le fait qu'un homme doit bombarder un homme par le derrière pour avoir une fonction. C'est ça le joulatisme. Et c'est ça qui a détruit la plupart de nos États. Donc, quand nous nous rendons compte aujourd'hui que nous ne pouvons plus vivre de le joulatisme, je dis bien, nous les jeunes Africains, nous ne pouvons pas vivre de le joulatisme. Je ne peux pas devenir directeur général, ministre, DG, en passant par le joulatisme. Ça crée problème. Et les Français ne sont pas d'accord avec ça. Ils commencent à nous prendre pour des ennemis. Mais non, nous ne sommes pas de vos ennemis. Nous ne sommes pas. Nous avons compris qu'un homme ne bombarde pas un homme dans le derrière. Tout à fait. Pour obtenir une fonction, on n'a pas besoin de se courber pour entrer. On doit travailler notre intelligence. Et là, Dieu nous a donné cette intelligence pour que nous puissions comprendre les enjeux et l'implémenter sans avoir besoin d'être conditionnés. Tout à fait. Ou bien il faut appartenir à une loge pour que vous ayez une position, ou bien pour que vous gagnez un certain nombre de marchés. C'est pour ça que je ne fais que rappeler que le problème de l'Afrique était les 3 F, ou bien les 4 F. France, franc-maçonnerie, franc-CFA, francophonie. Et donc, quand nous nous débarrassons de ces choses-là, alors nous devenons des États souverains et nous sommes libres maintenant de décider avec qui nous devons travailler. Très bien. Alors, vous gardez la parole pour sortir, hein, parce que là, c'est tellement votre... Prenons cet appel. Prenons cet appel très rapidement. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Allô? Oui, allez-y. Oh, ok, bonjour à tout le monde. Bonjour. Très bien, nous vous écoutons. Bonjour à tout le monde. Panel. Vous expliquez un peu, monsieur. J'ai toujours dit quelque chose. Généralement, quand je le fais des États français, ils sont trop dans les cas, franchement, même si les jeunes français en France, le problème le problème de cela. Mais jamais il ne fait le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? Quand c'est la piste par le conduit, à force du pays, quand il nous donc seulement moi, le jeune africain qui allait à la palais de la France, puisqu'ils ont la secteur. Vraiment, je trouvais que M. Pantano explique ça, c'est plutôt de ce jeune français, M. Souvenir que nous, ils sachent que la France est africaine. Et s'ils veulent que tout toi et comme parce qu'aujourd'hui, c'est une utilisation, ils pensent qu'ils gardent les enfants, les familles vivent dans les bâtiments de Dieu, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils pensent qu'ils en font, mais maintenant, nous avons à la France, c'est toute la France. Que nous reculons pas. Nos petits frères, nos enfants qui sont ici, que la France est la partie. Il y aura un président noir, africain, de jeunes fois sénégalais, maliens ou camerounais. Merci. Très bien. Merci à vous de nous avoir appelés. Vous gardez la parole pour répondre à cette question. La France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne en 2 minutes? Non, pas possible. La France n'a jamais... Dans ses gènes, la France dans ses gènes est malhonnête. La France dans ses gènes est méchante. La France dans ses gènes est hypocrite. La France dans ses gènes est malsain. On ne peut pas envisager... Mais vous ne pouvez pas traiter avec la malédiction. Crédible. Non, je veux dire, vous ne pouvez pas traiter avec la malédiction. La malédiction est contagieuse. Si dans les 14 États ou 15 États, n'est-ce pas, où la France a eu la possibilité de mettre la main, citez-moi un seul État développé. Citez-moi un seul État qui est sorti de l'ordinaire, c'est-à-dire par l'implémentation de la France ou bien par l'aide de la France. Aucun. Donc, vous comprenez que même dans 100 ans, la France ne peut pas devenir un État crédible. Parce qu'en réalité, dans ses gènes, elle est constituée de méchanceté, elle est constituée de non-valeurs qui ne permettent pas au développement. Mais monsieur, vous ne pouvez pas parler aux gens qui veulent constituer des familles. Vous demandez au Niger de ne plus faire des enfants. Très bien. Et mettre toutes les stratégies en place. C'est ce que Macron dit. Et la France, politique française, que le Niger, le problème du Niger, c'est parce qu'ils accouchent trop. Oui. Donc, on doit arrêter d'accoucher. Mais vous parlez aux Africains qui savent que la première valeur, c'est la famille. C'est-à-dire la constitution d'une vraie famille. Et vous venez avec des gens, un partenaire, des gens qui vont vous dire que, ok, vraiment, pourquoi on vous donne l'argent? Légaliser l'homosexualité. Tout à fait. Allons au Gabon.
pour que la France accorde le crédit au Gabon, il a fallu que le Gabon, de ces derniers temps, légalise l'homosexualité sur Ali Bongo. Tout à fait. Donc, vous comprenez que, voilà, quand les autres nous amènent la technologie, nous amènent des partenariats gagnant-gagnant, la France nous amène que l'homosexualité, les LGBT, des choses comme ça. Donc, même dans 50 ans, dans 100 ans, ça ne sera pas un partenaire crédible parce que dans ces jeunes, elle est maudite. Merci beaucoup. Et tant qu'elle ne paiera pas le prix, n'est-ce pas, elle ne remboursera pas la dette parce que ce n'est pas nous qui devons à la France. Il faut le rappeler sur tous les plateaux de télévision. Nous ne devons rien à la France. C'est la France qui nous doit tout à tous les pays africains. Que ce soit la liberté, que ce soit financière, que ce soit économique, que ce soit éducationnel, culturellement même. On a tout donné à la France. Tout à fait. Très bien. Pour qu'elle soit ce qu'elle est. C'est elle qui nous doit tout. Très bien. Merci beaucoup. Pierre-Paul Mobitan, 3 minutes. La France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne? Je pense qu'il se dégage de tous les constats que les hommes encore épris de justice peuvent faire. Il se dégage bien qu'il sera difficile. Parce qu'avant de venir à cette émission, tout à l'heure, quand notre ami qui intervient à partir de la Guadeloupe parlait, j'ai amorcé cette réflexion en venant. Je me suis dit, bon, en fait, j'ai essayé de produire dans ma tête, dans mon imagination, plusieurs types de France. Mais ça ne tient pas. Vous voyez un peu? J'ai essayé de faire cette gymnastique-là. C'est-à-dire pour voir, bon, ok, il y a la France, des gens qui aiment la France, des Français qui aiment la France. J'ai fait cet exercice. C'est pour ça que tout à l'heure, quand il parlait, s'il a constaté que j'étais totalement en déphasage, parce que j'y ai réfléchi. En fait, ça ne tient pas. Donc, la seule chose qu'il faut aujourd'hui, je le répète, la France n'a plus la possibilité ni la crédibilité, ne l'aura même pas de sitôt, de pouvoir travailler et collaborer avec l'Afrique. Tout à fait. On appelle ça quoi en termes, on dit, nous allons liquider les affaires courantes. C'est-à-dire que si nous avions déjà des contrats qu'on avait signés, les Africains sont très sérieux. On va voir comment ça débarrasser. On va voir comment on peut donc progressivement s'en débarrasser et tout. Nous n'avons que 2 minutes. On va prendre notre ami Gilles Diep pour la fin. Oui, alors moi, je voudrais tout simplement dire que nous devons donc considérer que nous allons aider la France. On va les aider parce que nous avons des enfants là-bas. Ils sont nombreux. L'Afrique a beaucoup d'enfants en France. On va les aider comment? Non, mais on va les aider en leur donnant un peu à manger. Ça, je dois vous le dire. Vous allez voir, ça va se passer dans les années qui viennent. On va donner à manger à la France. Tout à fait. Et nous, on n'a rien contre, on ne développe pas une haine, ni rien du tout. On doit nourrir ces personnes. On ne peut pas faire un partenaire crédible. Non, mais partenaire crédible, je vous dis peut-être que dans le siècle à venir. Très bien. Merci beaucoup. Docteur Irénée Gilien, c'est à vous le mot de fin de cette émission. La France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne? Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Mes 2 copanélistes, je ne partage pas du tout leur point de vue. Je pense que la France, la réponse à la question que vous posez, Monsieur Pépin, ne dépend pas que de la France. Je l'ai dit et je le redis. Ça dépend aussi de nous, Africains. D'accord? Si on veut que la France devienne pour nous un partenaire crédible, c'est à nous de décider. Si on ne veut pas, ça ne se fera pas. Ce n'est pas qu'à la France de décider. Il faudrait d'ailleurs qu'on s'arrange pour que ce ne soit pas qu'à la France de décider. D'accord? Et j'insiste sur le point que la France n'est pas une réalité homogène. Il faut voir les choses de façon objective. Ce n'est pas parce qu'on a fait une réflexion, qu'on a tiré des conclusions, que cette conclusion est nécessairement pertinente. D'accord? Je crois que c'est le b.a.-ba de la philosophie en terminale au Cameroun. Mes conclusions à moi n'ont de validité que quand je les confronte à celles d'autres personnes. Et en l'occurrence, on est là, on est des personnes qui, à la base, avons les mêmes logiques, les mêmes aspirations pour notre Afrique. Si je vous connais, M. Pépin, c'est parce que, en fait, je peux me considérer comme panafricain et mes œuvres le montrent. C'est pas parce que je suis pas médiatisé. Hein? Donc, je ne pense pas qu'on poursuive des objectifs fondamentalement différents. Mais je crois que les prémices de nos objectifs-là sont différents. Et ça, il faudrait qu'on le comprenne très bien, qu'on n'est pas nous-mêmes homogènes. Il faudrait qu'on le comprenne très bien, qu'on n'est pas nous-mêmes homogènes. L'Afrique, c'est la diversité. C'est la mère de la diversité. Et je crois que le monde entier a appris la diversité à travers l'Afrique.
y compris des pays comme la France, qui se disent aujourd'hui multiculturels. C'est parce qu'ils ont eu le contact avec notre continent qu'ils ont compris que l'homogénéité n'était pas un principe. Mais ce que j'entends de mes deux compatriotes là, c'est qu'en fait, il y aurait par exemple une Afrique homogène, tout le monde aurait le même point de vue. La France peut-elle devenir un partenaire crédible pour l'Afrique subsaharienne, pour sortir, c'est oui ou non? Voilà, la France peut devenir un partenaire. C'est à nous de décider et à elle de décider qu'elle veut devenir un partenaire crédible. C'est ce que j'ai dit depuis le début et c'est ce que je continue à dire. La France peut devenir un partenaire crédible. C'est à nous de décider. D'accord? Et c'est à elle de décider. Si elle continue dans la même ligne qu'elle a appliquée depuis 2, 4, voire 4 siècles, ça ne sera pas le cas. Merci beaucoup, Dr Gignem. Nous n'avons malheureusement plus le temps pour continuer. En tout cas, quelle que soit la durée d'un morceau de bois dans l'eau, jamais il ne deviendra un crocodile ou un caïman. C'est ce qu'on m'a appris. Bon, je ne sais pas si un morceau de bois peut se transformer en crocodile ou caïman. Merci à vous de nous avoir accordé de votre temps ce matin, Dr Gignem. Surtout vous, vous êtes levé très tôt là-bas en Guadeloupe. Il était 4h30 lorsque nous commencions cette émission en Guadeloupe. Et effectivement, l'apôtre André Christelle Fanga, journaliste, homme de Dieu, panafricaniste, était avec nous sur ce plateau. Et bien sûr, Pierre-Paul Mobitan, paysan, fondateur de l'association Save Africa et fondateur de l'URA, attendez, l'Union pour le réveil de l'Afrique, un nouveau parti politique en gestation. Était avec nous sur ce plateau et le docteur Irénée Gilles Nieb depuis la Guadeloupe, universitaire enseignant des universités aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en France et bien sûr en Guadeloupe, nous a également prêté de son temps. Le grand absent de ce jour, c'était notre ami Kémy Seba. Nous espérons l'avoir d'ici le week-end, pourquoi pas. Il est au Cameroun pour 6 jours, effectivement. Merci à vous d'être avec nous ce matin et cette émission a des divisions tout au long du week-end. Je vous retrouve certainement vendredi prochain pour une nouvelle étape de Tabouille dans sa version débat. Vous avez dû constater, le design a totalement changé. C'est la nouvelle année. Nous sommes en 2024. Une nouvelle fois, bonne et heureuse année à nos téléspectateurs. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.